L'intégrale du CAC 40, l'indice phare des actions françaises cotées à la Bourse de Paris, c'est la seule vidéo qui fait l'étude de l'ensemble des valeurs du CAC 40, que ce soit en analyse technique, en analyse fondamentale, et voire même aussi les dividendes. C'est une vidéo spéciale qui s'adresse aux investisseurs français ou qui adorent la France, que je vous propose aujourd'hui. Nous verrons dans cette vidéo quelles sont les valeurs que j'apprécie, les valeurs que j'aime beaucoup moins, et qui permettront de faire des plans de trading sur l'ensemble de l'année 2024, sur l'ensemble de ces grosses valeurs, de ces grandes valeurs du CAC 40. Un indice boursier qui, à l'heure actuelle, est à son plus haut historique. Allez, c'est parti pour cette vidéo hors du commun, et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et oui, vous l'attendiez tous, c'est la vidéo sur l'ensemble des valeurs du CAC 40. On va étudier l'ensemble de toutes les valeurs de l'indice, de telle manière à ce que vous ayez, je dirais, un panel de tout ce qu'on peut faire sur l'année prochaine, sur les grosses valeurs qui sont contenues dans l'indice du CAC 40. Et on va les énumérer les unes après les autres tout au long de cette vidéo. Alors on va étudier ces valeurs sur trois angles différents, qui seront d'abord l'analyse technique, de découvrir à peu près les niveaux de prix sur lesquels on peut intervenir, que ce soit à l'achat ou à la vente. La deuxième chose, ce sera sur l'analyse fondamentale, mon ressenti que j'ai par rapport à l'entreprise, par rapport à la valeur, qu'est-ce qu'elle vaut, est-ce qu'elle est chère, est-ce qu'elle est pas chère, et s'il n'y a pas des dangers qui se cachent derrière les chiffres économiques. Et puis on regardera aussi avec attention certains dossiers qui ont un intérêt particulier concernant les dividendes. Et avant de commencer, je voudrais signaler que l'ensemble des graphiques ont été étudiés à la clôture du vendredi 15 décembre 2023, donc cette étude sera valable pour l'ensemble du début de l'année 2024. Et puis je tenais à vous dire que si vous appréciez cette vidéo, et bien surtout n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour avoir les notifications des futures vidéos qui seront proposées sur cette chaîne. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, et bien écoutez, je vous invite à aller voir dans la description. Je vous donne tous les liens qui vous permettront de vous diriger vers ma newsletter, vers le portefeuille virtuel Dynamic Invest, vers la formation à la bourse que je propose depuis des années, et puis un ensemble de contenus complètement gratuits qui vous permettront de découvrir encore plus la bourse. Allez, c'est parti pour l'étude des 40 valeurs du CAC 40. Et surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires dans la vidéo afin que je puisse savoir votre avis, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que je dis. Sachez que ça m'intéresse et que je lis absolument tous les messages que vous m'envoyez. Allez, c'est parti et on attaque avec la première valeur du CAC 40. C'est parti. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Allez, c'est parti pour une des stars de la cote parisienne qui est Air Liquide. Air Liquide qui arrive à un niveau technique que je dirais qui me paraît assez intéressant, puisque j'ai tracé une nouvelle oblique, une oblique ici que je mets en pointillé, donc ce qui veut dire que c'est plutôt une hypothèse de travail qu'autre chose, mais c'est une hypothèse assez sympathique si on regarde avec un peu plus de recul. Voilà pourquoi je trouve que ça peut être pertinent, et c'est aussi parallèle aux deux autres qu'on avait tracés depuis longtemps. Alors, le mois est pas terminé, puisqu'on est on est fin décembre, mais on n'est pas au dernier jour du mois de décembre, j'ai autre chose à faire au fin décembre, et je trouve que Air Liquide, ça commence à être cher par rapport à son histoire. C'est plutôt cher et c'est plutôt un moment où je pense que Air Liquide va respirer. C'est mon avis, ça engage que moi. On va aller voir en hebdomadaire un petit peu si on a vu d'autres choses sur le sujet. Donc voilà, on retrouve notre couloir sur l'unité de temps inférieure qui est l'hebdomadaire. Et je dirais qu'on a ici un niveau qui pourrait être intéressant de retour, c'est 153, mais 175 me paraît un petit peu cher, et on voit quand c'est la semaine qu'on enregistre là, on voit que il y a un refoulement assez puissant du marché avec des volumes, donc j'ai envie de vous dire que pour Air Liquide, à mon avis, c'est pas le moment, il y aura d'autres moments plus intéressants que ce moment-là, qu'il est fort possible qu'on retrouve Air Liquide dans un an au même prix qu'il est actuellement. On prend rendez-vous dans un an et on verra bien si j'ai raison. En tout cas, pour moi, c'est pas le moment de rentrer, c'est en aucun cas le moment de rentrer. Air Liquide est un petit peu cher par rapport à son historique, je dirais, de ce que je vois un peu à droite à gauche dans ce que j'ai lu sur Air Liquide. Voilà, donc c'est une superbe valeur, il y a rien à dire, mais elle est tout simplement un niveau de prix qui me semble un petit peu haut par rapport à son histoire. Voilà pour Air Liquide, on va enchaîner si vous voulez bien avec Airbus. Alors voici l'historique de Airbus, je dirais au niveau mensuel, donc on a quelques années devant nous depuis le début du siècle on va dire, et Airbus retape le haut de son cours, il a fait un plus haut historique, et il est en train de se faire renvoyer assez violemment, on dira, bon on verra si la fin du mois ça se passe comme ça, mais c'est plutôt à surveiller de près.
Je vais agrandir pour que les gens voient bien. C'est plutôt gênant de voir ce refoulement, cette mèche qui est en train de s'écrire. On verra fin du mois si ça se valide. En tout cas, j'ai envie de vous dire que Airbus est à un niveau quand même assez impressionnant. Donc voilà, Airbus sur une période du siècle, on va dire, et Airbus, ça vole bien, ça vole très bien Airbus, et j'ai envie de vous dire, je vois pas trop pourquoi ça ne s'arrêterait pas de monter, mais par contre, on est à un niveau techniquement où ça peut frotter, même si je suis plutôt positif, modérément positif, mais plutôt positif sur le dossier Airbus pour l'année prochaine, je dirais, hormis évidemment des événements divers et variés, mais je suis pas très inquiet. Alors dire l'idée de Airbus, c'est peut-être de revenir chercher les points, les soutiens qui sont par ici, et ça changerait rien, je dirais, à l'idée d'Airbus. Ça ferait vraiment une baisse assez importante, puisqu'on perdrait à peu près 30% de sa valeur. Bon, dans un cadre d'une crise économique, d'une baisse des marchés, d'un stress de marché, ça pourrait revenir dessus. Mais bon, voilà, moi je suis plutôt positif sur Airbus. Airbus, il y avait des points d'entrée intéressants à prendre, et puis voilà, maintenant ils sont passés. C'est à vous de voir où est-ce que vous pourriez revenir, et vous avez quelques propositions dans ce graphique sur du long terme, puisqu'on est sur du mensuel. On va aller voir tout de suite en hebdomadaire ce qu'il se passe. Et en hebdomadaire, ça semble difficile de rentrer là-dessus, puisque ce fameux niveau que j'ai rajouté là de 139 €, c'est un niveau qui a été cassé, on a un retour dessus, donc à voir si on repart vers le haut, ce qui serait un bon signe par rapport à ce que je vous disais, mais je trouve que bon voilà, historiquement on est plutôt assez haut pour Airbus, mais il y a du potentiel. Donc j'ai envie de vous dire pour l'instant les points techniques qui sont intéressants, c'est peut-être pas cette petite oblique que j'ai mis en pointillé qui est pas garantie encore, elle a encore que 2 points de contact, c'est plutôt le niveau de 120. Et si celui-ci était cassé, on irait plutôt chercher les niveaux de 100, mais il faudrait qu'il y ait un stress de marché assez important. Pour l'instant, il n'existe pas. Mais je trouve que bon, voilà, si Airbus là aussi avait envie de respirer, ce serait pas un mal, mais c'est quand même moins prononcé que sur le cas d'Air Liquide que je viens de vous citer. En tout cas, Airbus, ça monte, ça vole de plus en plus haut, et je ne vois pas pourquoi dans les années qui viennent, ça ne continuerait pas, même si je suis quand même dubitatif par rapport au secteur de l'aviation en général. Vaut mieux être investi sur le vendeur de pelles que sur les compagnies aériennes, en ce qui concerne ce secteur. Allez, on va enchaîner avec Alstom, un dossier qui nous a fait une année très difficile et je crains que ça continue l'année prochaine. Alors voilà aussi Alstom sur le début du siècle, depuis 23 ans, et on voit bien la chute et puis finalement cette lente descente aux enfers qui continue encore à l'heure où je vous parle. J'agrandis un petit peu pour qu'on fasse le point. On a cassé, je trouvais, un support très important ici, il y a très peu de temps, suite à des nouvelles encore négatives sur le dossier Alstom. J'ai agrandi encore un peu pour que vous soyez bien au courant. Au mois d'octobre, on a eu cette chute et qui fait que pour moi, aujourd'hui, le dossier va souffrir encore longtemps et ce sera certainement pas mon dossier de l'année 2024 concernant les valeurs du CAC 40. On va aller voir en hebdomadaire, vous allez voir que par contre, hebdomadairement, il y a peut-être quelque chose à jouer pour les traders. Voilà en hebdomadaire ce que j'ai vu et j'ai tracé une nouvelle petite oblique que je trouve assez pertinente et qui a du sens quand on agrandit un petit peu. Donc on est en hebdomadaire et on voit que hebdomadairement c'est en train d'être acheté. Ce niveau de prix est intéressant pour certains qui veulent jouer le rebond. J'ai envie de vous dire que tant qu'on sera en dessous les 16 € ici, on est à 12 actuellement, c'est un dossier baissier de manière assez violente. Et si on regardait en journalier, vous verriez que ici il y a un énorme gap journalier qu'il va falloir reboucher, et à mon avis on ne le rebouchera pas avant un certain temps parce que les chiffres sont pas là et ils s'annoncent pas là. Donc j'ai envie de vous dire abstention totale sur Alstom. Je ne vois pas d'une belle année pour Alstom. On verra bien à la fin de l'année ce qu'il en est. Mais voilà, après les traders vont peut-être profiter de ce mouvement ici pour aller accélérer, aller chercher des gains, mais ponctuellement, et sortir assez rapidement, ce qui n'est pas vraiment l'objet de l'émission que je suis en train de vous présenter. Voilà pour Alstom. Désolé pour ceux qui sont amoureux des trains, mais Alstom c'est vraiment le mauvais cheval en ce moment et ça devrait durer encore un moment. On va enchaîner si vous voulez bien avec un dossier très différent et qui s'appelle ArcelorMittal. Alors ArcelorMittal, c'est une valeur que j'apprécie pas parce que c'est une valeur qui est très dépendante des matières premières et notamment de l'acier en ce qui la concerne. Et je suis plutôt dubitatif sur ArcelorMittal et j'ai envie de vous dire que si c'est notre baromètre, c'est le baromètre, et on va regarder ça un peu plus près, on va voir que c'est le baromètre un petit peu de la crise économique potentielle qui existerait ou pas, parce qu'à vrai dire, ArcelorMittal est une cyclique, et elle dépend du cycle, et pour l'instant, je dirais que le cycle est pas spécialement mauvais, mais il est pas spécialement bon, donc ça va se jauger, ça va se juger ici, entre la borne, je dirais, de 19-20 € et la borne 31, donc tant que ça gigote, il n'y a pas de crise, mais c'est pas en grande expansion, et puis si ça voulait repartir, on saurait que c'est parce que tout va bien dans le meilleur des mondes économiques. Donc pour l'instant, moi je trouve que cette oblique est toujours pertinente, on est en mensuel, qu'on soit bien d'accord, j'agrandis, et vous avez ici, je trouve, ça a travaillé, c'était cassé, et nous avons un rebond qui peut encore être l'histoire d'un pullback, c'est-à-dire qu'aller
toucher cette oblique et ensuite repartir vers le bas. Là, ce serait un signal, à mon avis, assez compliqué. Et j'ai envie de vous dire que ça y ressemble. Parce que fondamentalement, bah voilà, Arcelor, je suis pas fan. Je suis toujours pas fan. J'aime pas l'activité, c'est une chose, mais sur les chiffres, c'est pareil. Je suis pas fan du tout. Je suis pas fan du tout. Donc, on verra bien. J'ai un peu de mal à comprendre comment le marché arrive encore à acheter ce dossier-là et le maintenir à ce niveau de prix. Et parfois, vous savez, il suffit d'une cassure et d'une rupture, je dirais, sur le dossier pour que ça fasse son effet. Et pour l'instant, j'ai envie de dire, ArcelorMittal, pour moi, c'est vraiment pas justifié d'être là. Ça pourrait aller plus bas, ça ne serait pas choquant. Alors, je sais, il y a des gens qui vont dire, ouais, c'est pas cher, mais on peut aller encore moins cher. C'est mon avis, ça engage que moi. Mais Arcelor, c'est pas le cheval que je jouerai l'année prochaine. Il y en a d'autres beaucoup plus intéressants qui vont arriver dans la vidéo. On va aller voir un hebdomadaire s'il y a des choses à faire, si ça confirme mon scénario mensuel. Voilà, donc hebdomadairement, on retrouve notre oblique ici qui, pour moi, serait l'objet d'un pullback et ensuite d'un renvoi dans ces 22. Et j'ai envie de vous dire, c'est peut-être possible que ça s'arrête là aussi, parce qu'on a une oblique ici qui est un peu traversière, qui est peut-être pas bien écrite, mais qui me semble avoir du sens. Et si elle avait vraiment du sens, ça voudrait dire qu'on la travaillerait et on la casserait. Donc à vous de voir si ça va évoluer dans ce sens-là. Mais si c'est pas le cas, bah, ça veut dire qu'elle n'a pas d'intérêt, on la supprimera la fois prochaine. On essaiera de faire des vidéos tous les trimestres sur le sujet des valeurs du CAC 40. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le support est à 20, c'est vraiment la frontière absolue entre ça va à peu près et ça va pas du tout. Donc c'est ici que ça se passera de toute manière. On est actuellement autour de 25 € et ce n'est pas interdit d'aller tester dans une accélération de marché, d'aller tester une oblique que je commence à écrire ici, qui est encore imparfaite, on verra bien, mais d'aller retoucher ici autour de 28. Ce qui ferait que nous aurions un dossier qui serait pas spécialement mauvais, qui serait encore avec un peu de potentiel. J'ai envie de dire, pour l'instant, on observe, on regarde, les gens qui sont investis, qui auraient acheté, je vous le dis quand même, hein, c'est ce qu'on avait écrit cet été sur le sujet, et ça a été respecté parfaitement, et ça a bien rebondi. Donc ceux qui auraient été à l'achat, plus ou moins ici, bah, écoutez, vous êtes en plus-value. Je sais pas si c'est maintenant qu'il faut vendre, j'en sais rien, je ne suis pas là pour vous donner des conseils, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Arcelor, je suis pas fan, c'est pas sur ça que je jouerai le plus, mais ceux qui aiment l'acier, ceux qui aiment Arcelor, bah écoutez, faut observer, attendre de voir comment ça réagit sur cette oblique pour pouvoir ensuite avoir peut-être une nouvelle jambe de hausse et en profiter. Maintenant, de quelle ampleur elle sera, c'est là où je suis un peu modéré. C'est pour ça qu'Arcelor, je suis pas fan du tout, et puis on est un petit peu au milieu de rien, et surtout, au moment où je fais la vidéo, bah j'ai envie de vous dire, achetez-la. C'est compliqué. Compliqué. Allez, on enchaîne avec un dossier qui m'est beaucoup plus plaisant, même si je trouve que techniquement, on est peut-être arrivé au bout d'un run très intéressant, c'est le dossier AXA. Alors techniquement, AXA, ouais, je vous avais écrit que pour moi ça allait frotter ici, depuis cet été, je trouve que ça allait frotter ici, bah cet hiver on arrive et on a retouché, on a fait un contact, j'agrandis, ici de nouveau, et il est assez violemment renvoyé, donc j'ai envie de vous dire que ça prend une pertinence assez forte, et c'est une oblique qui vient de très loin, puisqu'elle vient du début du siècle, et j'ai envie de vous dire pour l'instant, elle est pertinente. Alors ça peut faire un excès, aller chercher cette oblique aussi ici, on verra bien laquelle des deux a raison, mais pour moi, pour que ça passe au-dessus, il va falloir vraiment travailler, et ça peut durer un certain temps. Ceci étant dit, fondamentalement, moi j'adore AXA, je trouve AXA très bien, et si vous rajoutez les dividendes, regardez bien, tac, on a un dossier qui est très haussier, et patrimonialement parlant, c'est quand même quelque chose qui rapporte de l'argent aux investisseurs long terme, donc c'est vraiment un dossier qui est à suivre, mais actuellement, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, même s'il y a les dividendes, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être le moment de savoir faire ce qu'on a à faire quand on est assez richement doté, pour ne pas dire autre chose. Voilà, on revient sans les dividendes, c'est voilà comme ça qu'on doit analyser graphiquement les dossiers. J'ai envie de vous dire que pour l'instant, ici ça frotte, donc voilà, encaisser des gains, c'est pas interdit comme je vous l'ai sous-entendu. Je ne suis pas là pour conseiller, mais enfin bon voilà, vous en faites ce que vous voulez, et j'ai envie de vous dire que ça devrait travailler, parce que fondamentalement, c'est pas si cher que ça. Voilà, alors qu'on soit très clair, un stress de marché peut nous la renvoyer, mais revenir à 16, ce serait une opportunité phénoménale pour les investisseurs long terme. Je ne suis pas convaincu qu'on y aille, mais il faut regarder les supports et attendre son heure pour pouvoir acheter à un moment intelligent et avoir un point de validation proche. On va essayer de voir ça sur l'hebdomadaire. Et en hebdomadaire, je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Déjà, si je vais agrandir, on a une oblique qui a quand même travaillé à plusieurs reprises. Alors, elle n'a pas été cherchée la dernière fois par le marché, mais globalement, cette oblique, tant qu'elle est tenue, j'ai envie de vous dire, le marché, il est haussier. Et c'est à partir du moment où on la casserait qu'il y aurait, je dirais, une forme de neutralité qui se mettra en place pour aller chercher le niveau de 25, qui est un nouveau support que je viens d'écrire
dans le graphique, donc autour de 25, 25, 50. C'est par ici qu'il faudrait s'intéresser dans un stress de marché qui leur enverrait finalement pas très loin du prix. On est à 29, donc 25, c'est pas très éloigné. Et vraiment dans un stress de marché, je la verrais aller à 20, 50, autour de 20,50, 20,70, mais franchement, faudrait vraiment une violence dans le stress de marché qui l'emmènerait ici, parce que je vois pas pourquoi AXA baisserait. Donc voilà, c'est un des dossiers que j'aime beaucoup. Alors ça peut faire que cette année, on n'obtienne rien de AXA, c'est pas impossible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'acheter maintenant, ça devient un petit peu problématique, surtout que si on regarde bien, il y a du volume en bas. Il y a du volume sur la bougie de la semaine qui vient de passer, donc j'ai envie de vous dire, la messe est pas dite, mais ça sent le sapin sur le dossier, et c'est pas un jeu de mots avec les fêtes de Noël, vous rassurez-vous. Voilà sur AXA, qui reste un dossier avec dividende qui est vraiment exceptionnel en France. Il y en a un autre qui me paraît très intéressant sur le dossier dividende aussi, c'est le suivant, il s'appelle BNP Paribas. Alors BNP Paribas sur longue période, là on est même un peu plus que le siècle, on va agrandir un petit peu, voilà, sur le siècle ça donne ça, donc ça donne pas l'impression que ça bouge, faut acheter en bas puis vendre en haut, on est plutôt en haut effectivement, mais si vous rajoutez les dividendes, ça donne quelque chose de beaucoup plus intéressant, et patrimonialement, ceux qui ont acheté les bas sont beaucoup plus riches grâce aux dividendes aussi en les incluant. Donc on a une stratégie dividende sur BNP Paribas comme AXA qui est très intéressante. On va revenir sur le graphe sans les dividendes, et donc on voit toujours cette oblique que j'ai tracée, qui est une sorte de zone plus ou moins, qui, tant que ça tient, j'ai envie de dire BNP Paribas c'est haussier, dans son canal long terme, je dirais, où ça travaille, mais ça travaille de plus en plus tôt, de plus en plus rapproché, ça c'est un élément qui m'intéresse beaucoup. Ici, c'est beaucoup plus long que ici, et j'ai envie de dire qu'on y revient vite, et ça veut dire que ça va peut-être casser un jour. Pour moi, c'est possible que ce soit dans l'année 2023, mais bon, voilà, s'il y a une crise économique, on sera vite invalidé. En tout cas, au niveau du prix d'entrée, j'ai envie de dire que c'est pas trop par ici que ça se passe plutôt ici, mais on va aller voir en hebdomadaire s'il y a des points d'entrée qui peuvent être un peu plus proche et un peu plus intéressant. J'ai envie de vous dire que on avait tracé les bons supports cet été, puisque on les a touchés, et on les a touchés fin octobre ici, et c'était le moment où il fallait rentrer. C'était un moment assez intelligent. Il y avait aussi ici, mais ça n'avait pas voulu y aller, et quand le marché s'est retourné, c'était par ici qu'il fallait s'intéresser et profiter de ce mouvement-là. De 55 à 63, c'est déjà une belle remontée du dossier BNP, et on est plutôt proche des résistances que proche des supports, ce qui fait que le ratio risque-reward n'est pas favorable, en tout cas pour moi actuellement. Voilà, c'est fait, on a raté le train. Et concernant BNP Paribas, il y aura certainement d'autres moments pour s'y intéresser. C'est soit en cassant les niveaux que vous avez ici, soit en revenant chercher les niveaux de prix. Pourquoi pas, je dirais, autour du mois d'avril. Je regarde en bas à quel moment ça arrive ici. À ce croisement-là, si ça voulait revenir, ce serait peut-être un point d'entrée stratégique, long terme, sur le dossier. Peut-être pas. En tout cas, c'est pas ici qu'on devrait intervenir sur BNP Paribas. Ça reste un superbe dossier sur longue période. C'est un des plus beaux en France concernant les dividendes, et c'est certainement pas le cas de certains autres que je vais citer plus tard. On va enchaîner, si vous voulez bien, avec un autre dossier qui est très intéressant au niveau dividendes et qui était mon favori de l'été dernier. On va voir s'il a réussi ce que je pensais. Il s'appelle Bouygues. Voilà pour Bouygues. Alors si vous reprenez la vidéo de cet été, j'avais dit que cette oblique-là était une oblique à travailler, que si elle cassait, ce serait un signal très fort pour le marché. Eh bien, c'est fait, ça a été fait. Alors évidemment, c'est des grosses mémères, donc ça va pas aller très vite, mais mensuellement, on a cassé et on est en train de valider. Alors peut-être qu'on va aller refaire un pullback sur cette oblique, vous voyez, c'est-à-dire le pullback, ça veut dire revenir dessus, tester et repartir, et ce serait certainement positif. Moi j'ai dit que si ça cassait, ce serait un mouvement intéressant long terme sur le dossier, parce que si vous mettez les dividendes avec, vous allez voir que c'est beaucoup plus clair, même si cette oblique est vraiment intéressante et vraiment bien tracée. Je la remets comme ça, vous voyez, c'est quand même assez impressionnant, et on donne l'impression que Bouygues c'est pas terrible, on rajoute les dividendes. Et là, on se rend compte que sur la même période, Bouygues, c'est quelque chose qui fait gagner de l'argent aux gens investis très long terme. Mais ce qui me faisait dire ça, c'est que nous avions, j'agrandis, le niveau ici, qui était travaillé de manière régulière, avec les dividendes inclus. Et il a été cassé. Donc revenir ici, on est dividendes inclus, donc techniquement c'est pas ça qu'il faut regarder, c'est sans les dividendes, mais je trouve que ce niveau-là était intéressant. Et il a été cassé, donc voilà, je suis assez content que sur la deuxième partie de l'année, on ait eu cette évolution de Bouygues concernant son graphique, et voilà, on va voir si ça continue, mais je trouve que Bouygues dans le futur peut être un des dossiers les plus intéressants en France. On va se remettre sans les dividendes, voilà, donc ça a cassé l'oblique, et c'est ma foi techniquement assez sympa. Le meilleur point d'entrée, je répète, c'est ici sur le retour au niveau des 33
33,20, et si ça passait en dessous, eh bien écoutez, c'est une réintégration, ce serait un faux signal de sortie, mais j'ai envie de vous dire que celui-ci il me plaît beaucoup. On va aller voir un hebdomadaire s'il y a des choses un peu plus précises à vous donner. Alors voilà, techniquement, j'ai juste modifié la couleur de ce niveau-là qui est 33, 36, c'est le niveau de pullback, hein, qu'on soit clair, c'est par ici qu'il faudrait revenir. Il y a une petite résistance qui peut se mettre en place, elle est justifiée au niveau de 36, donc ça je l'ai rajouté, c'est la seule chose que j'ai rajouté sur ce graphe, sinon tout est ancien, tout est vieux, ça date de l'été dernier. Et c'est parfaitement réalisé pour l'instant sur Bouygues, donc voilà, un intérêt long terme dessus, un intérêt court terme beaucoup moins, puisque voilà, faut que ça passe, et je suis pas convaincu qu'on y arrive, mais franchement, Bouygues, ça reste une de mes valeurs qui m'intéresse, et j'ai envie de vous dire que fondamentalement, c'est plutôt intéressant de la suivre. Alors attention, hein, qu'on soit d'accord, hein, ça peut invalider, je répète que ce sont que des avis, que c'est pas du tout des conseils, mais Bouygues, voilà, c'est à vrai dire, ce qui est assez intéressant, c'est que personne ne la voyait, et quand je me suis exprimé dessus cet été, je voyais personne en parler, et je vois toujours personne en parler, mais moi je trouve que tous les éléments sont réunis sur Bouygues, et c'était pas faute d'avoir prévenu cet été. On verra bien pour 2024 si ça enchaîne comme j'aimerais bien que ça le fasse pour juste satisfaire mon ego et dire que j'avais raison. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Bouygues, voilà, c'est un dossier très intéressant globalement depuis quelques mois, à mon avis. Allez, on va enchaîner avec un autre dossier qui me plaît beaucoup, qui est vraiment le cœur de ce que je fais, de ce que j'aime comme type de valeur. Elle s'appelle Capgemini et on va voir que ce dossier a bien rebondi depuis cet été et c'est loin d'être surprenant. Voilà, je vous rappelle au bon souvenir de cet oblique que j'avais écrit la dernière fois et qui a été respecté avec quelques petites incartades mais qui n'ont jamais été validées mensuellement. Et on est parti pleine balle sur le dossier de Capgemini. C'est l'IA, c'est l'intelligence artificielle qui œuvre sur ce dossier-là beaucoup plus que ces chiffres qui me semblent pour moi, entre guillemets, un peu gênants. Alors un peu gênant, ça veut dire, je vais agrandir, hop, un peu gênant, ça veut dire que est-ce que je la vois monter plus haut? Oui, c'est possible. Est-ce que je la vois partir au ciel, comme elle a fait ici, de ce niveau-là à ce niveau-là? J'ai envie de dire c'est plus compliqué, va falloir qu'il y ait du gaz économiquement parlant sur le dossier. Donc voilà, je suis positif, j'aime beaucoup ce dossier-là, mais je trouve que voilà, il fallait jouer les supports, évidemment ça a mis du temps à décoller. Maintenant, est-ce que ça partira au ciel? Moi, personnellement, je suis un peu plus dubitatif. Donc dire voilà, est-ce qu'on achète ça? Chacun fait ce qu'il veut, mais l'invalidation est très éloignée, c'est pour ça que je suis plutôt dubitatif. Je suis un homme positif fondamentalement, techniquement c'est plus compliqué, on va aller voir en hebdomadaire malgré tout s'il y a quelque chose à chatouiller sur le dossier dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Voilà, ce qui me gêne aussi par rapport à ça, bon alors il y a plein de supports, hein, qu'on soit d'accord, hein, ça devrait retravailler pas mal de supports, mais ça part très fort, et ça ne respecte pas des niveaux qui me semblent assez intelligents au niveau graphique, ça les casse tous rapidement, donc ça c'est un peu de l'euphorie. Et pour moi, ça veut dire que une euphorie qui se met en place sur une résistance qui est cassée, ça veut dire qu'on va aller la retester. J'agrandis pour que vous voyez bien, on va aller à un certain niveau et puis revenir la tester un petit peu plus bas. Donc c'est pas le niveau technique intéressant. Le premier niveau technique intéressant, c'est 189,90, on va dire 190 pour être simple, mais c'est pas interdit que vous ayez une deuxième possibilité de rentrer sur le long terme si le dossier revenait autour de ce niveau-là, autour des 170, on va même dire 160, et le meilleur de tous, ce serait 154 dans le cadre où Capgemini continue son aventure dans l'IA et reste un dossier costaud financièrement. Il est costaud, mais je trouve que ça manque de gaz, c'est un peu cher, c'est un peu tout pas positif, mais on est en train d'acheter, évidemment, ce que je vous disais, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il n'y a pas des ETF derrière qui sont en train de pousser le titre vers le haut? Ça ne m'étonnerait pas du tout, et ça me gêne. Ce serait une hausse qui ne serait pas vraiment justifiée sur la valeur de l'entreprise, mais plutôt sur son secteur. Et les hausses sectorielles, ça renvoie les dossiers un peu plus légers vers le bas. Voilà, si j'ai envie de vous dire, Capgemini, ça reste un dossier qu'il faut absolument surveiller, absolument regarder. Mais techniquement, on a des points intéressants qui sont assez faciles à repérer. On verra bien si ça réagit dessus dans le futur. Voilà pour Capgemini, donc c'est une positivité moyenne sur l'année 2024. On va enchaîner avec un dossier qui, je pense, est beaucoup moins intéressant et qui le restera. Je peux me tromper, je rappelle que je ne donne pas de conseils, mais le dossier en question, il s'appelle Carrefour. Alors voilà, Carrefour, depuis le début du siècle, hein, le graphe parle par lui-même. Si on intègre les dividendes, eh ben ça change pas grand chose, on ne s'enrichit pas, même avec les dividendes inclus sur Carrefour. Allez, on revient sur le graphique sans les dividendes pour analyser. On a, techniquement,
vous devriez me dire, bah oui mais Richard, regarde, c'est en train de bosser l'oblique là, de manière assez puissante et assez régulièrement et assez rapprochée. Donc ça va casser. Ouais, bah il faut du gaz aussi, il faut des news, il faut de l'intérêt. Et puis casser ici pour aller chercher ça, c'est très intéressant, mais est-ce que ça irait passer au-dessus de 21 ? Celui qui achète à l'instant T et qui le retrouvera à 21 dans l'année, eh ben je te féliciterai, parce que je suis beaucoup plus modéré sur le dossier Carrefour, et c'est pourtant là-bas que je fais mes courses. Pourquoi ? Parce que Carrefour, je ragrandis, je vois pas un retournement de la table. Voilà, c'est ça que je ne vois pas. Je vois pas pourquoi Carrefour retournerait la table. Il y aurait dû y avoir ça à un moment donné, ici, et pour moi ça le fait pas. On va aller voir un hebdomadaire. On verra que les news de ces derniers jours nous confortent sur le sujet. Voilà la dernière bougie hebdomadaire, celle de la semaine qui vient de passer. Et c'est une semaine vraiment avec une journée qui a été très violente et avec en plus pas mal de volume accompagnateur. On revient sur un niveau technique que j'avais noté et qui, ma foi, est assez intéressant. C'est le niveau de 16,50, on va dire, très simplement. On y est. Mais est-ce que ça va tenir? J'en sais strictement rien. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est pas le cheval non plus qu'il faut jouer. Sur l'année prochaine, j'ai des choses qui sont beaucoup plus intéressantes sur d'autres dossiers. Donc pour moi, Carrefour, c'est l'éternel recommencement de la déception. J'ai envie de vous dire qu'un test ici pourrait être intéressant vers cette oblique que j'ai tracée, qui est peut-être pas tout à fait bonne, mais qui pourrait vous permettre d'avoir, voilà, si ça voulait rebondir, d'aller faire un trend. Mais de là à dire à des investisseurs long terme, achète Carrefour, moi j'ai rien qui me fait dire que Carrefour va rebondir, donc j'ai envie de vous dire, on passe à autre chose sur le dossier Carrefour. J'en suis désolé pour ceux qui aiment ce dossier-là. Pas d'intérêt pour ce titre. On va enchaîner avec un autre dossier sur lequel je suis plus ou moins dubitatif, en tout cas je préfère un autre dans son secteur. Le dossier en question, il s'appelle Crédit Agricole. Voilà le Crédit Agricole qui arrive techniquement sur une résistance. C'est pas sûr qu'elle tienne, d'ailleurs, on pourrait parfaitement aller chercher le niveau de 14,20. J'agrandis un petit peu, je vous le dis quand même, ça bouge pas très fort. Crédit Agricole, pour avoir plus 20 ou plus 30% sur Crédit Agricole, il faut se lever tôt et se coucher tard. Voilà pour une analyse une analyse graphique, je dirais, simpliste sur le dossier, mais elle est assez véridique. Peut-être que le point, l'oblique est pas tout à fait bonne, c'est pour ça que je vous dis ça. Ça peut être ici, on verra bien dans le futur. Par contre, je vais quand même interpeller les actionnaires dividendaires, ceux qui aiment les dividendes. Regardez bien ce que ça donne au niveau longueur de temps avec les dividendes. Ça fait à peu près 25 ans que vous gagnez pas d'argent, sauf si vous prenez les points bas de marché. Je dis bien, mais regardez bien, ceux qui ont acheté ici, ils ont toujours pas gagné d'argent. C'est donc pas le dossier le plus intéressant. Au niveau, je dirais, stratégie dividende, dans le monde de la banque, c'est bien la BNP et AXA, qui est pas vraiment une banque, qui est plutôt une assurance, qui sont les dossiers intéressants sur le sujet, même si l'ensemble de ces dossiers-là me paraissent assez haussiers en ce moment et me gênent, je dirais, pour entrer dessus sur un marché aussi fort, aussi haut. Qui fait que bon voilà, ok, le CAC 40 il est haut, et le CAC 40 il est haut grâce à ce secteur, que ce soit très clair, mais est-ce que ça va monter au ciel grâce aux bancaires? Ce serait un retournement de la table vraiment très très important, je trouve, dans le monde boursier franco-français. Je suis pas convaincu que ça dure. Les banques ont quand même des contraintes gigantesques en Europe, qui fait que le système bancaire est costaud. Mais sincèrement, j'ai un peu de mal à voir les accélérations sur longue période sur ces secteurs-là. Je préfère la situation de BNP, qui est quand même une situation haussière. C'est pas vraiment encore le cas sur Crédit Agricole, comme vous le voyez sur ce graphique-là. On va revenir sans les dividendes. Et donc notre oblique a de la pertinence. Pour l'instant, on verra. Si à la fin du mois ça a cassé, tant mieux. Si ça n'a pas cassé, tant pis. Mais j'ai envie de vous dire, quand ça ne travaille pas de manière comme ça et ensuite accéléré, j'ai envie de dire que l'oblique n'a pas trop de pertinence. Ça peut casser, mais ça peut revenir dessus. Enfin bref, il faut construire pour avoir des points. Mais elle a de la pertinence sur longue période, donc on verra bien ce que ça donne. C'est pas tout à fait précis, à mon avis, sur ce niveau-là. On va aller voir un hebdomadaire s'il y a quelque chose à faire sur Crédit Agricole. Et quand on arrive sur l'hebdomadaire, on voit très bien que le point d'entrée était à 12 €, on est à 13, on peut aller à 14, quand même pas non plus le bout du monde. Et tant qu'on sera au-dessus de cette oblique, on sera peut-être dans un retournement aussi un peu plus long terme, on verra bien. Mais ça a bien travaillé là, il faut l'admettre. Il y a eu une crise bancaire aussi pendant cette année 2023, qui a été bien affrontée par les banques européennes, mais c'est tout à fait normal, puisque les banques européennes ne sont pas des américaines, et elles sont beaucoup plus costauds. Donc voilà, je dirais que Crédit Agricole fallait valider ici, c'était il y a 2 semaines par rapport à, c'était tout début décembre qu'il fallait valider. On verra bien où ça va. Bon, c'est vrai qu'il y a des éléments intéressants fondamentalement sur les banques qui fait que ça les emmène plus haut, mais c'est pas le dossier que je choisirais, même si vraiment la cassure est magnifique. Je trouve qu'en amplitude aussi, ce serait compliqué de faire des grands gains sur un dossier qui est aussi mollasson que le dossier Crédit Agricole. On va aller se promener maintenant, si vous voulez bien, sur un autre dossier que j'apprécie aussi modérément, qui s'appelle Danone, et qui est en train de me prouver que pour l'instant, rien n'est fait sur ce titre. Bon, j'ai parlé un peu trop vite sur Danone.
mais on va voir ça tout de suite. Bon, voilà sur Danone, sur le début du siècle, sur les 20-25 dernières années, ce que ça donne. Bon, ça monte vraiment pas fort, hein, qu'on soit très clair. Mais si vous rajoutez les dividendes, c'est quand même un dossier intéressant là aussi pour la stratégie dividende. Regardez bien, les amplitudes vont changer. Et là, c'est quand même beaucoup plus haussier puisque on est passé de l'ordre de 15. Alors c'est la valeur patrimoniale. Vous irez voir la vidéo sur les dividendes que j'ai fait spécialement pour comprendre ce que je viens de vous dire, et de 15 à peu près à 57. C'est quand même une belle évolution du dossier. On a fait à peu près x4 depuis le début du siècle sur le titre. Donc c'est quand même pas inintéressant. On revient sans dividende pour voir comment ça se passe au niveau graphique. Et au niveau graphique, on a une oblique qui est en train de se confirmer, je dirais de semaine en semaine, de mois en mois, qui est ici. Et tant qu'on est en dessous, on gigote dedans. La question c'est, est-ce que on peut partir plus haut? Eh bien, j'ai envie de vous dire oui, avec modération. Ah, t'es pas drôle, Richard, t'es un Normand là-dessus. Bah ouais, je suis un peu Normand, mais en même temps, ils font du lait. Donc c'est un peu logique. La Normandie, c'est le pays de la crème fraîche, donc tout va bien. Non, franchement, ça peut monter, ça va pas baisser. Voilà, j'ai envie de dire, c'est un dossier qui, pour moi, ne devrait pas baisser. Alors, il peut revenir chercher ici, mais pour moi, c'est un dossier qui est plutôt à même de vouloir monter, mais ça reste une grosse mémère. Allez, dans un stress de marché positif, on pourrait aller chercher plus haut, hein, ce qui serait vraiment très très bien, mais voilà, ça reste un grand couloir haussier long terme qui est très sympa. On est plutôt en bas. On verra bien. Mais bon, Danone, pour moi, c'est quand même pas le grand nirvana de la technologie actuelle, vu qu'ils font des yaourt et de l'eau. On passe en hebdomadaire pour voir un petit peu ce que ça propose. Ça propose quoi? Bah, je retrouve mon oblique assez costaud ici. Et j'ai peut-être une résistance qui s'est mise en place ici. Elle est nouvelle. Je viens de l'inscrire ici. Et je trouve qu'il y a une résistance aussi qui vient de s'imprimer, qui est celle de 51. Donc voilà, on oscille entre les deux. On verra bien laquelle a raison. Et puis si cette oblique a été respectée. Alors, revenir encore une fois dessus, ce serait vraiment dans un grand stress de marché. Mais ça respecterait des niveaux de prix qui sont assez travaillés depuis longtemps, mais franchement j'y crois pas, faudrait vraiment qu'il y ait un grand stress de marché, mais bon voilà, c'est possible, hein. Vous savez, en bourse tout est possible, et vous le savez bien pour ceux qui suivent l'actualité boursière depuis des années. J'agrandis un petit peu pour ceux qui voient mal, voilà, hein, donc le niveau ici va travailler, je vois mal comment ça peut faire. La semaine qui vient de se passer a été assez claire, avec un avalement baissier sur Danone, donc repartir vers le bas serait pas étonnant, ce qui prouverait, qui validerait un peu mon sentiment neutre sur Danone. Voilà pour ce dossier-là. On va enchaîner tout de suite avec un qui m'intéresse beaucoup plus et qui est parti pleine balle, et ça ne m'étonne pas du tout, c'est Dassault Systèmes. Alors voilà, Dassault Systèmes sur très longue période, hein, depuis le début du siècle là aussi, avec une accélération qui s'est passée autour de l'année 2012, et ça n'a jamais été renié, et j'ai envie de vous dire, pour l'instant, j'ai pas envie de la renier, même si on est sur une valeur dite chère. Elle est peut-être chère, mais moi je trouve qu'elle est très intéressante, c'est une de mes valeurs préférées. Elle a un peu la même tête que Capgemini, mais je lui trouve un peu plus de qualité que Capgemini, ce n'est que mon avis. Je vais quand même vous donner un bémol sur le dossier concernant l'année 2024, c'est pour moi dans le secteur adjacent, on va dire, à Dassault Systèmes, mais dans lequel elle fonctionne aussi, c'est l'armement. Pour moi, l'armement est le secteur le plus dangereux de l'année prochaine, puisque on a acheté des valeurs pour la guerre, et je crois que nous avons une fin de l'histoire qui se prépare au niveau de l'Ukraine, qui fait qu'on pourra avoir un retour de bâton sur tout ce qui est, je dirais, armement, et Dassault Systèmes fournit quand même des logiciels, notamment pour Dassault Aviation. Et je suis pas convaincu que ces dossiers-là ne subissent pas un contre-coup concernant un armistice. C'est faut savoir que sur le portefeuille virtuel que j'anime, qui s'appelle donc Dynamic Invest, je vous donne tous les éléments dans la description, hein, ceux qui seraient intéressés par ça. Il est rentré par ici dans le portefeuille long terme, et on est déjà à plus 25. Voilà ce que c'est que de faire de l'achat long terme, c'est de tenter sur des dossiers qui valent le coup. Et il se trouve que 25% en 3 mois, c'est quand même loin d'être dégueulasse. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, vous allez voir dans la description, il y a tout de proposé. Et pour ceux qui veulent savoir pourquoi je préfère Dassault Systèmes à Capgemini, eh bien écoutez, il y a une formation qui est proposée aussi dans le même descriptif de cette même vidéo. Je vous laisse aller voir ça. C'était la petite page de pub de Ricardo sur ce que je propose. Voilà. On enchaîne avec l'hebdomadaire pour voir s'il y a encore des choses à faire, même si je suis un peu plus dubitatif avec ce rebond maintenant d'à peu près 30%. Ce qui me gêne dans ce rebond, bon, le fait d'avoir acheté plus ou moins ici, c'était une bonne idée dans le portefeuille, mais par contre, ce qui me gêne un petit peu, c'est cette non-construction ici. J'aurais préféré que ça travaille et que ça casse. Ça n'a pas été le cas, donc je pense qu'il n'est pas inintéressant de dire bah quel est le niveau de prix où ça pourrait se calmer. C'est plutôt par là. Et ce qui fait qu'on j'agrandis.
Et c'est plutôt un pullback qui serait intéressant sur le sujet. Donc je l'ai passé en vert, cette oblique-là, et elle pourrait être très sympa dans le futur si on avait une correction de marché qu'il faut peut-être attendre un petit peu, parce que là, ça a quand même vraiment monté fort et très vite. Voilà pour mon sentiment un peu plus, je dirais, court terme sur Dassault Systèmes. Mais bon, c'est vrai que ceux qui ont acheté les niveaux de prix ici, bah voilà, c'était plutôt là qu'il fallait s'y intéresser. Et ça a été notre cas concernant le portefeuille. Donc, moi je dirais Dassault Systèmes, c'est devenu, c'est cher, c'est beaucoup plus cher, 30% plus haut, évidemment. Ça restera toujours assez cher Dassault Systèmes, parce que c'est vraiment un des joyaux français dans le domaine de l'IA, dans le domaine de l'informatique, de l'électronique, etc. Ça reste vraiment une super valeur qui me paraît très bien positionnée sur beaucoup de sujets. En tout cas, en ce qui me concerne, Dassault Systèmes en France, c'est un des plus beaux dossiers qui est intéressant d'avoir, mais pas à n'importe quel prix, et c'est ça que je suis en train de vous dire à travers l'analyse graphique du dossier. Mais Dassault, ça reste une superbe entreprise. On va enchaîner sur un dossier qui vient de rentrer dans le CAC 40 et qui subit les conséquences de son introduction. Elle s'appelle Edenred et elle est en train de corriger depuis son introduction. Et donc Edenred, elle nous a bien respecté ce couloir haussier, le haut de ce couloir haussier. Ici, elle a buté, on a parlé d'elle ici, et voilà ce qui s'est passé. Badaboum, j'agrandis, badaboum, en octobre, et le rebond est entre guillemets poussif. Bon, voilà, il existe le rebond, il n'y a pas de souci sur le sujet. Et à vrai dire, elle est introduite en bourse plus ou moins ici. Et voilà, c'est ce qui se passe souvent après une introduction en bourse des valeurs qui rentre au CAC 40. Il y a comme un correctif qui se met en place. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le niveau où elle a rebondi est plutôt par là, effectivement, qu'il fallait refaire. Et est-ce qu'elle a rebondi beaucoup? D'une dizaine de pourcents. C'est pas énorme. J'ai envie de vous dire, pour l'instant, on va la laisser travailler. Pour moi, le prix intéressant, c'est sur cet oblique-là. Voilà, sur cette oblique-là, parce que à vrai dire, pour moi, Edenred, c'est un superbe dossier. C'est un magnifique dossier dans le paiement et qui vraiment est super intéressant depuis des années. C'est la preuve, c'est que ça monte fort. Avec les dividendes, il n'y a pas trop d'intérêt par rapport à ça, donc je remets sans dividendes. J'ai envie de vous dire, la correction ici devrait y avoir, ceux qui font de la vague d'Elliott savent très bien ce que je veux dire. Il y a une première vague, on va aller en hebdomadaire, vous allez voir. Voilà, vous avez une première vague, une deuxième et la troisième, ce serait bien qu'elle nous emmène par ici, ou un peu plus tard, par là. En tout cas, il y a des niveaux de prix auxquels il va falloir que ce soit intéressant, et c'est plutôt par là que moi je serais acheteur, parce que sincèrement, Edenred, c'est vraiment une belle valeur. C'est vraiment une très belle valeur. Après, tout peut s'inverser. Attention, on est exposé au Brésil de manière très importante. Il faut vraiment surveiller ce qui se passe au Brésil. Pour ceux qui veulent pas surveiller le Brésil, n'achetez pas Edenred. Voilà, donc techniquement, je dirais hebdomadairement, il y a cette oblique ici, qui a été vraiment très pertinente à plusieurs moments. Il y a eu un pullback. Il y a même eu une petite accélération dessus. Et puis, ça a été renvoyé. Donc, je serais pas contre l'idée que ça revienne tester, là, dans un temps rapide. C'était 56, mais là, ça va vraiment frotter. Ça va être vraiment difficile. Et si vous regardez, ceux qui sont habitués au chartisme vont voir tout de suite, il y aurait comme une épaule, une tête, et la construction ici d'une épaule qui pourrait nous faire un point bas ici dans un stress de marché. Là, vous voyez, ce point ici, il est en octobre 2024. Il sera peut-être à un moment très important de bourse puisque nous serons à l'orée des élections américaines qui me semble être l'événement de l'année 2024 à surveiller sur les marchés en même temps que je dirais ce qui se passe en Ukraine concernant les valeurs, notamment armement. On va revenir dessus quand on parlera de Thales. Voilà pour Edenred, donc superbe dossier, c'est pas le moment, mais il faut attendre son heure. Et quand l'heure arrivera, les gens sauront faire ce qu'ils ont à faire pour ceux qui connaissent la bourse un peu mieux que la moyenne. Allez, on va enchaîner avec un dossier que j'aime pas du tout, mais qui est en train de donner un signal haussier. Il s'appelle Engie, et ça m'empêchera pas de le détester quand même. Alors voilà Engie en mensuel, et Engie, quand on rajoute les dividendes, c'est quand même beaucoup plus joyeux, donc c'est une stratégie dividende à avoir sur le dossier. Dans les points bas du titre, on revient sans les dividendes, vous voyez, si vous achetiez les points bas ici, vous seriez plutôt gagnant. Je remets, regardez bien, paf, 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 ces prix-là, c'est quand même intéressant, mais vous êtes qu'à x2. x2 parfois en quelques années, donc c'est quand même pas extraordinaire sur Engie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'accélération que vous avez ici, c'est par rapport à... je sais pourquoi c'est fait, pourquoi les gens trouvent ça bien, mais moi, je suis pas convaincu que le mouvement, il va s'accélérer et qu'il va bondir très haut et vous faire fortune. J'en suis pas convaincu du tout. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Je rappelle que je ne donne aucun conseil, ce n'est que mon avis. Voilà pour Engie. On va aller voir en hebdomadaire s'il y a des petites choses intéressantes. Et vous allez voir que ce n'est pas vraiment encore gagné.
Voilà, c'est ce que j'ai mis ici. Il y a une petite résistance qui me paraît intéressante au niveau des 17. Donc on est encore parié. Donc il y a un petit peu de potentiel pour aller la chercher. Mais là, il va falloir que ça bosse pour les casser. Ceci étant dit, on voit bien qu'on est en train de créer un couloir haussier. C'est généralement un couloir que quand on arrive sur des résistances un peu plus costauds, c'est généralement un couloir qui va se casser, qui va faire un range. Donc pour moi, la vraie solution pour NJ, pour vraiment s'intéresser au dossier, c'est soit revenir sur un support autour, j'agrandis. Voilà, excusez-moi. J'agrandis donc autour effectivement des 15,50 et une cassure des 16,82, des 16,80 qui permettrait une relance haussière sur le dossier. Mais pour moi, le gros est fait. NJ, enfin voilà, je suis pas fan du tout. Pas fan. Il faut que ce soit clair dans ce qu'il raconte et c'est pas le cas. On va enchaîner sur un dossier qui me plaît beaucoup plus sur long terme et qui est toujours aussi plaisant. Il s'appelle Essilor Luxottica. La croisée des chemins entre le luxe, le médical, ça c'est vraiment un dossier impressionnant sur très longue période. Mais est-ce que c'est le moment d'acheter? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà Essilor Luxottica sur longue période. Donc ça c'est un magnifique dossier, très haussier, toujours haussier et qui l'est toujours au moment où je vous parle. Donc ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est une superbe boîte et qui a l'air de vouloir encore aller plus haut. Mais est-ce que c'est le moment d'acheter? On verra ça en hebdomadaire. Pour l'instant, j'ai envie de vous dire que fondamentalement, c'est un des dossiers qui m'intéresse le plus pour 2024. Et oui, je suis positif, même si c'est pas le moment d'acheter. Je vais vous expliquer tout ça en hebdomadaire. Mais pour moi, Essilor Luxottica, c'est pas si cher que ça. C'est intéressant. Ça peut mettre des années à accélérer. Mais pour moi, ça doit casser, ça doit partir vers le haut cette année. Et voilà pourquoi en hebdomadaire, je suis pas fan du moment. Je dis bien du moment, et c'est pas du tout pour ça que ça renie ce que je viens de vous dire. Pour moi, Essilor, ça doit bloquer ici un petit moment, parce qu'on a une petite oblique qui me semble intéressante ici, qui est en pointillé, donc elle est pas très sûre, mais il y a surtout le niveau de 190, j'ai agrandi, le niveau de 188 là, qui a été refoulé fortement et qui avait déjà été refoulé dans le passé. Donc pour moi c'est techniquement assez clair, j'ai envie de vous dire, on verra la suite, mais ce qui serait bien, c'est que ça retravaille le niveau ici de cette oblique et que ça vienne rechercher rapidement ici, ou que ça travaille le niveau de 175 ici, car je vais le marquer tout de suite. Si on avait un stress de marché, on pourrait la casser juste pour histoire de vous faire sortir les stops et les faibles à 160 €. Ce serait un nouveau niveau intéressant. Et puis vraiment dans un grand stress de marché, on irait chercher le niveau de 134. Et là, ce serait vraiment un niveau historique. On va le noter aussi. Comme ça, on verra s'il est un jour touché. Voilà pour Essilor Luxottica. Donc j'ai envie de vous dire, il faut être intéressé sur les supports en question ou sur la cassure de 190. Et là, vous aurez peut-être une accélération qui ira chercher le haut du canal et puis qui ira vivre sa vie. Et peut-être que vous ne reverrez jamais le prix actuel. Sincèrement, c'est pas donné, hein, Essilor Luxottica. Mais ça est valu encore plus cher que ça. Donc pour moi, il n'y a pas de souci sur le dossier. Ce dossier-là, pour ceux qui sont dedans, n'hésitez pas à vous inquiéter. Pour moi, il n'y a aucun nuage sur le titre. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Et si j'ai tort, ben vous saurez me le dire, mais en tout cas pour moi, Essilor Luxottica c'est un des favoris de l'année prochaine, même s'il est sur résistance, les résistances c'est fait pour être cassé, et au moins dans une année, j'ai un sentiment que ça devrait aller plus haut, sauf vraiment, je vous disais, des grands stress de marché qui emmènent les dossiers plus bas. Je vous rappelle que l'élection américaine du mois de novembre de 2024 sera un moment essentiel de bourse et peut-être qu'on aura Essilor en bas et que ce sera le moment d'acheter avant un grand run vers le haut. Voilà pour Essilor, je suis assez clair sur le titre. Allez, on enchaîne avec un autre dossier qui me plaît aussi, même s'il est dans une situation différente, c'est Eurofins Scientifique. Alors voilà, Eurofins Scientifique sur longue période, depuis le début du siècle, on a cette oblique qui a été respectée il y a très peu de temps. Ici, c'était un point d'entrée évident, je dirais, au niveau graphique, c'était ici que ça se passait, autour des 45 €, et depuis, on a bien rebondi, on est toujours en mensuel sur mes graphiques, au début, on ira voir les hebdomadaires après. Alors je vais vous dire pourquoi Eurofins j'aime beaucoup parce que c'est quand même un dossier qui est haussier et qui crée de la valeur de manière assez récurrente, c'est vraiment une belle valeur française. L'idée que j'ai quand même par rapport à Eurofins, c'est que bon voilà, il y a une exagération au Covid, hein, c'est comme une société qui est dans le domaine du médical, et on est en train de corriger à la moyenne le dossier, qui reste un dossier haussier sur cette base de cette oblique. Donc ça c'était de l'exagération, et ça c'est une correction. À cause de l'exagération, on revient à la moyenne. Donc, pour moi, Eurofins, ça finit de baisser. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Mais Eurofins, c'est vraiment une belle entreprise qui, quand elle aura un petit peu assis, je dirais, l'ensemble des chiffres qu'elle a, qui sont pas extraordinaires, je pense qu'Eurofins repartira. Alors, cette année, on va pas être positif. Moi, je vais pas être positif dessus, mais on va dire que je suis neutre. Avec, je dirais, on va laisser construire la société, son graphe, je dirais, de manière long terme. Mais pour moi, Eurofins va repartir vers le haut. Ça peut mettre encore un an ou deux. Donc, ça reste très long terme. Mais c'est en tout cas pour des gens qui aiment Eurofins,
Eurofins ou qui sont longtemps dedans et qui se posent la question de cette chute et est-ce que je dois vendre, etc. Et tu aurais été acheteur, je sais pas, par exemple à ce niveau-là, qui est vraiment le niveau intelligent sur Eurofins. Hein. La cassure, c'est ici en 2012 qu'il fallait l'acheter. J'ai envie de lui dire, celui-ci, il a mangé son pain noir. Voilà, t'as mangé ton pain noir, mais c'est pas sûr que t'aies du pain blanc cette année, tu l'auras peut-être plus tard. Voilà, en gros, ce qui se passe sur Eurofins. On peut aller voir un hebdomadaire, mais voilà à peu près mon avis sur le sujet. Donc on voit bien, cet oblique a été parfaitement respecté, avec un rebond assez violent, j'ai agrandi, voilà. Et on est peut-être en train de casser cet oblique qui était assez enquiquinante depuis maintenant 2 années, et qui semble être percé, et qui devrait permettre de voir comment le dossier va rebondir. Alors, est-ce qu'il va revenir faire un pullback ici, ou sur l'oblique, franchement, c'est possible encore, mais en tout cas, le signal est intéressant en hebdomadaire, parce qu'il y a du volume accompagnateur. C'est pas impossible qu'on aille chercher le 72-73 dans l'année, ce qui n'enlève rien de ce que je vous dis. Je suis neutre sur Eurofins, c'est-à-dire que je ne suis pas dans une logique où on repartirait vers les plus hauts cette année. À mon avis, il manque encore du gaz, mais ça peut construire, ça peut être intéressant. En tout cas, s'intéresser à des bas de marché pour prendre une position long terme, ça commence à devenir plutôt sympathique sur le dossier Eurofins. Voilà, pour moi, c'est la fin du bear market concernant cette société-là, cette valeur-là. En tout cas, on vérifiera dans le futur si j'ai raison. Mais moi, je trouve qu'Eurofins, ça va commencer à être intéressant dans l'année ou dans l'année prochaine sur des stress de marché, de prendre des positions basses. Et pour ça, il faut être costaud psychologiquement et costaud graphiquement aussi. Et puis un petit peu fondamentalement quand même. Parce que tout peut se retourner à tout moment sur une société. Il peut y avoir des résultats mauvais qui font que ce que je viens de vous dire est totalement invalidé. Et c'est valable pour toutes les sociétés que je viens de vous citer. Vous allez en voir quelques-unes qui ont quand même pris des sacrées claques et que ça a duré longtemps. Et il faut quand même être alerte et ne pas se laisser emporter par une vague baissière. Il faut savoir qu'il y a des dossiers qui sont très baissiers sur le CAC 40. On arrive dessus. Allez, j'enchaîne tout de suite avec un dossier que tout le monde adore, qui vient de faire un plus haut historique et qui s'appelle Hermès. On va voir si c'est un dossier qui continue à être intéressant. Alors pour Hermès, je continue dans l'idée que c'est un toboggan d'accélération du titre sur de très longue période, puisque il commence ce toboggan autour de 2014, il est jamais invalidé. Les plus bas sont de plus en plus hauts et de plus en plus accélérants. Donc ça, c'est vraiment une courbe exponentielle et j'ai pas envie de vous dire que ça va être différent dans le futur, parce que c'est peut-être le plus beau dossier français qui soit. Non, pour moi, ce n'est pas LVMH, pour moi, c'est plutôt Hermès. Et si seulement un jour Chanel pouvait s'introduire en bourse, ce serait le grand bonheur de tous les investisseurs long terme, puisque pour moi Chanel c'est peut-être la plus belle boîte en France, mais elle n'est pas cotée. En tout cas pour la première des valeurs luxe du CAC 40, je dirais que on commence par la plus belle peut-être. En tout cas c'est mon avis, et je dirais que sur la tendance haussière long terme, il n'y a rien à dire sur Hermès, et on vient de toucher un plus haut historique autour de 2060 €. Je vois pas pourquoi ça continuerait pas, et c'est ça que j'ai envie de vous dire sur ce sujet-là, même si je ne suis pas acheteur. On peut pas être acheteur d'un ATH. On ne peut pas, ATH ça veut dire un plus haut historique, parce que j'ai envie de dire, il y a des trucs qui vont peut-être gêner un peu plus tard, et il se trouve que en termes de valorisation, je suis plutôt, on va pas dire sceptique, mais c'est pas l'optimum. L'optimum, on l'avait il y a 2 mois et demi, c'était ici à 1600. Imaginez des sacs Hermès à promotion 20% moins cher, c'est exactement ce qui vient de se passer. Ici, c'était à peu près là qu'il fallait y aller. Regardez, techniquement, c'était vraiment parfait. On va aller voir en hebdomadaire ce qui se passe sur Hermès. Voilà, je vous l'ai écrit ici clairement. C'était ici, on le reverra pas. Mais prenez bonne note. Que ces niveaux de prix là, quand ça fait ça, c'est des opportunités formidables. J'ai envie de vous dire que maintenant, c'est quand même une grande partie du train est partie. Il y a 25% de gain. On peut aller chercher plus haut. Je pense pas qu'on ira vraiment beaucoup plus bas. Je pense que le niveau ici, on va le marquer tout de suite, peut être un niveau futur de repli qui fait qu'on serait acheteur, mais c'est pas du tout à ce moment-là qu'il faut acheter Hermès. On peut acheter des magnifiques sociétés, mais à des prix raisonnables. Et le prix raisonnable d'Hermès, même s'il ne sera jamais raisonnable, il n'est pas à ce niveau-là. Il est techniquement pas là. Vous pouvez optimiser en achetant à des moments beaucoup plus intéressants techniquement. Et c'est le cas pour Hermès. On verra bien. On peut latéraliser longtemps pour retrouver de la potentialité. Mes élèves vous diraient très bien ce que ça veut dire potentialité, mais parce elle est vraiment très chère et qu'il faudrait qu'elle monte encore plus cher. Ce qui est pas impossible, mais pour moi, c'est pas intéressant d'acheter des valeurs très chères à un niveau assez haut. C'est plutôt d'acheter des valeurs chères à un niveau
assez bas. Le niveau assez bas est peut-être ici ou peut-être là dans le futur. J'ai un peu de mal à croire qu'on recommence ce qui s'est passé en 2022 concernant le dossier. Imaginez quand même que vous avez perdu 42% de sa valeur dans l'année et à vrai dire c'était vraiment le point intéressant. On était à moins de 1000 euros, on est à 2000. Je vous laisse voir le tableau. En 18 mois chrono, c'est quand même magnifique. Et ces gens-là qui ont acheté là, je vous le dis tout de suite, ils écoutent pas mon émission, ils ont acheté et ils gardent au chaud et ils la revendront certainement pas avant très longtemps. Voilà pour Hermès. On va enchaîner avec une autre valeur du luxe qui elle va beaucoup moins bien et qui, à mon avis, donc Hermès très positif sur l'année, que ça soit très clair, très positif, même si, positif avec une forme de neutralité. Donc c'est un positif modéré, ça peut latéraliser. C'est pas celui qui m'intéresse le plus cette année. Je crois que je vous l'ai cité il y a pas longtemps. Allez, on enchaîne avec Kering qui là m'intéresse beaucoup moins et je suis pas convaincu que l'année prochaine soit meilleure pour Kering. Alors voilà, Kering concernant son graphe mensuel sur longue période, donc on a une belle accélération autour de l'année 2018, depuis ça a accéléré très fort, comme un peu tout le luxe, mais voilà, Kering a des problèmes avec sa marque Gucci, qui est la marque principale du portefeuille Kering, et mon avis est que Kering est à la chasse sur des OPA à faire, et notamment en Italie. Je pense à certains dossiers que mes élèves connaissent, et je pense qu'il y aura des opérations financières dans l'année qui vient concernant Kering pour se remonter le moral. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ici, on a quelque chose de très inquiétant qui s'est passé sur Kering. C'est la cassure de cet oblique. Ça veut dire que le marché n'y croit pas pour l'instant. Et pour l'instant, c'est la descente aux enfers. Le rebond que vous avez là est purement technique. Pour moi, il va aller taper ici et repartir vers le bas. On verra dans les semaines qui viennent si ça se réalise. Mais pour moi, cette cassure est vraiment psychologiquement difficile. Et je pense que le dossier Kering ne rebondira pas avant des mois. Ceci étant dit, il faut le surveiller. Il faut surveiller Kering parce que je ne crois pas en l'effondrement de Kering. Je crois juste en une erreur de jeunesse de la part de Kering parce que ça fait pas si longtemps que ça que Kering fait du luxe. Et pour moi, c'est une erreur des successeurs de François Pinault, c'est ses enfants, un de ses enfants, je sais plus. Et je pense que voilà, il y a besoin d'apprendre. Et là, il y a eu une erreur, ce qui fait que le dossier est pour l'instant à division par deux, et il peut baisser encore. Je dirais que le niveau qui peut être intéressant, c'est ce niveau-là. Je vais vous le marquer tout de suite. Là, on peut voir comment ça réagit, c'est le futur niveau. Et si vraiment ça cassait ça, oh là 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 là, ce serait dangereux. Et je serais très inquiet pour le groupe Kering, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Moi, je suis pas acheteur pour l'instant. On attendra de voir si ça construit. Vous aurez le temps. Vous aurez le temps, dans un cas de retournement, vous aurez le temps de voir le dossier repartir. Ça peut mettre parfois quelques mois, quelques années avant de repartir. Mais je dirais pour l'année, on va dire neutralité. Ça a quand même bien divisé. Ça peut encore baisser un peu. Allez, le niveau 347, là, c'est quand même un niveau exceptionnellement important, mais rebondir un peu ici aussi, allez, gigoter par là, ce serait pas mal. On va aller voir en hebdomadaire s'il y a des choses un peu plus intéressantes. Et là, j'ai pas grand chose à vous dire de plus, si ce n'est qu'il y a peut-être un début de couloir qui se met en place, qui devrait refaire un contact ici, vers juin. Ouais, ici, ce serait juin, ce serait génial. Ce serait un point technique super intéressant. Maintenant, même si ça rebondit fort, vous avez ça qui commence à se mettre en place, peut-être, peut-être pas. Alors, ça se voit pas très bien, mais j'agrandis. Ici, ça a travaillé, ça peut être intéressant. Enfin bon bref, Kering, on oublie pour l'instant, on verra ça plus tard, ça reviendra. Mais c'est pas le moment et c'est juste mon avis, ça n'engage que moi et je ne donne aucun conseil. Voilà pour la deuxième valeur du luxe. Je vous le dis quand même, il y a des valeurs à l'étranger qui sont super intéressantes dans le luxe. J'en connais moi en Italie, en Allemagne, etc. Et mes élèves aussi. Et c'est pour ça qu'il faut aller se promener un peu à l'étranger pour trouver des belles sociétés. Et je pense notamment à une en Italie que personne ne connaît en France et qui est pourtant formidable. Et qui est dans le portefeuille long terme du portefeuille virtuel. Et je vous le dis tout de suite, à mon avis, ce dossier-là, il ira haut. Ce n'est juste que mon avis, mais c'est vrai que c'est ce que je propose comme type de valeur à mes abonnés et à mes élèves. Voilà, on va enchaîner dans l'ensemble des valeurs du luxe, on va enchaîner avec une valeur qui ne l'est pas trop. C'est juste une petite pause avant de faire les autres, c'est Legrand. Alors Legrand, sur Legrand, j'ai envie de vous dire, c'est une superbe entreprise. Je dirais que c'est un vendeur de pelles, là aussi, dans la transition énergétique, puisqu'ils fournissent pas mal de matériel électrique pour brancher tout ce qu'il faut brancher. Et donc voilà, c'est ce que j'appelle les vendeurs de pelles. Il faut mieux vendre les pelles que de chercher de l'or, c'est celui-là qui gagne le plus d'argent. Voilà pour la métaphore. En tout cas, c'est une métaphore très boursière et très souvent dans les gens qui font du fondamental. Qu'est-ce qu'on voit sur Legrand? On voit encore une belle année réalisée par Legrand, on n'a pas spécialement baissé, on voit des niveaux qui sont pas spécialement respectés, cette oblique a pas l'air de vouloir être respectée, voilà, elle sautera si ma foi il y a un fonctionnement différent sur le titre, mais on va la laisser pour l'histoire. Elle n'est pas encore validée en mensuel puisque le mois est pas terminé, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que Legrand ça monte fort et c'est pas vraiment, comment vous dire, c'est pas que c'est pas justifié, mais c'est assez curieux.
Allez, on va aller voir en hebdomadaire les choses et je vais vous faire un point fondamental sur le grand. Voilà en hebdomadaire ce qui s'est passé. Alors ici, c'était un peu erratique ici, hein, le 81, c'est vraiment le niveau, mais ça a été gigoté, vous voyez, hein, ça a été beaucoup plus bas, puis c'est revenu. Mais en tout cas, ce qui est bizarre pour le grand, c'est d'avoir accéléré aussi fort. Alors j'ai envie de vous dire, elle est pas spécialement chère, c'est vrai, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gaz. Donc on est en train d'acheter... là c'est du vrai FOMO quoi, c'est le vrai. Alors, le FOMO pour les gens qui savent pas, c'est le FOMO, c'est le fait d'acheter voilà dans la montée sans trop avoir de plan, etc. Et pour moi ça devient un dossier dangereux. Alors ceux qui ont acheté en bas, bah tant mieux. Celui qui achète ici, bah voilà, moi je trouve que c'est des gens qui n'ont pas de plan, c'est mon avis, ça n'engage que moi. En tout cas le grand, je suis neutre. Alors quand ça monte comme ça, vous allez me dire bah j'ai tort. Oui, j'ai peut-être tort, mais sur longue période c'est peut-être moi qui ai raison. Je suis neutre, mais on peut avoir une neutralité haussière. Et c'est un peu ce qui s'est déjà passé dans le titre à d'autres moments. On va aller voir ça tout de suite en mensuel. Regardez ici, ça monte, ça baisse fort, je suis neutre, alors que ça baisse. Je suis neutre, je suis toujours neutre. Et là, on commence à être haussier. C'est ça que je veux vous dire à travers ça. Donc voilà, je vous le dis comme ça peut monter plus haut, et puis revenir, etc. Et faire 2-3 années voilà. Alors, je vous le dis, c'est pas cher, donc j'ai peut-être tort. C'est peut-être un dossier sur lequel j'ai tort. Là, je me mouille un peu plus que la moyenne, mais j'ai tort. J'ai tort si ils veulent valoriser plus cher. En tout cas, ce qui me concerne, me concernant sur ce dossier-là, je suis plutôt pas fan de cette hausse. Il y a des dossiers plus clairs à mon avis, et j'en ai déjà cité, je vais en citer encore d'ici la fin de l'émission. Allez, on attaque, on revient vers le luxe avec un autre dossier magnifique qui s'appelle L'Oréal. Et L'Oréal, je trouve qu'il y a une forme graphique qui m'intéresse beaucoup. C'est cette forme, une sorte de couloir avec des couloirs haussiers et qui va falloir surveiller de près. Voilà, je vous fais voir pourquoi je suis en train de suivre ça. Alors c'est pas parfait, c'est pour ça que le point ici il est en pointillé, c'est pas parfait, on verra bien si c'est véridique, mais ce qui me paraît gênant chez L'Oréal, c'est les fondamentaux qui font que ça reste une superbe boîte, hein, qu'on soit très clair, hein, c'est haussier depuis longtemps, il n'y a pas de raison que ça se retourne, mais s'il y a un point d'entrée où il faut pas rentrer, c'est bien autour de ce prix-là. On a fait un plus haut historique, c'est vrai, mais c'est pas là qu'il fallait acheter, c'est clairement ici qu'il fallait le faire les mois derniers, et c'était en 2022. Ça, c'est pour la partie, je dirais, fondamentale. Je suis neutre, et ça peut parfaitement revenir chercher le bas du couloir dans un stress de marché ici, ou au moins les 390, 400 qui sont ici. On va les voir en hebdomadaire tout de suite. Donc voilà comment ça se présente. J'ai envie de dire que sincèrement, cette oblique, elle a vraiment d'intérêt, et je trouve qu'elle en retrouve ici, alors plus ou moins ici, ça fait des plus hauts, mais les plus hauts là, ils sont vendus à chaque fois. Donc méfiance, et il n'y a pas de gaz. Donc retour dans un premier temps au moins sur 392, et sur un stress de marché, aller un peu plus bas. Donc sur l'année 2024, concernant L'Oréal, je suis plutôt neutre. Vous voyez le luxe, hein, je suis plutôt modéré, quand on regarde bien finalement, un peu partout. Je trouve que c'est un peu haut pour certains dossiers, et c'est pas justifié pour d'autres. Moi je trouve qu'il y a d'autres dossiers ailleurs que en France sur le luxe en ce moment. On va enchaîner avec le dernier, le plus connu, celui que tout le monde adore, c'est le dossier LVMH, et on va voir que techniquement, on est ni dans la configuration des uns, ni dans la configuration des autres, il est un peu à part, on va regarder ça tout de suite. Alors LVMH, on le présente plus, hein, c'est le plus gros dossier français, c'est la plus grosse capitalisation boursière française, mais je vous rappelle qu'il y a eu des moments de non-montée qui ont duré longtemps avant cette accélération forte, et elle s'arrêtera peut-être un jour pour un moment non négligeable, et qui fait qu'on retrouvera de la potentialité. Mais j'ai envie de vous dire, pour l'instant, le potentiel, il est un peu limité sur LVMH, mais je dirais que techniquement, bon, j'avais donné le point ici qui me paraissait un point intéressant, j'avais donné sur les réseaux sociaux, autour de 670, je trouve qu'on est à 748, donc c'était plutôt pas trop mal, ça c'était assez intéressant à donner, mais il y aura un niveau qui sera intéressant à surveiller, c'est ce niveau-là, autour de 770, 760, on est tout près, hein. On est tout près. C'est pour ça qu'il faut faire attention au CAC 40 dans les semaines qui viennent. Alors je dis pas que j'ai raison, hein, mais ça peut travailler pour casser et remonter vers le haut, ou alors aller chercher plus bas, et il y a une oblique ici qui semble assez intéressant, ici, sur LVMH. À vrai dire, LVMH, l'ensemble du luxe, ça dépend de la Chine. Et la Chine, moi, ça me plaît pas trop, donc à vrai dire, je vais être cohérent, je vais vous dire que je suis pas très positif sur l'année 2024, mais bon, j'ai peut-être tort. En tout cas, ceux qui sont acheteurs depuis très longtemps, et je ne leur dis pas que c'est la fin de l'histoire de LVMH, mais on peut avoir une tendance à se neutraliser dans les temps qui viennent, et j'ai envie de vous dire que si on se faisait renvoyer violemment sur ce niveau-là par ici, bah faut vraiment attendre le niveau plus bas, voir le niveau ici en dessous, autour de 500, 550.
franchement, ça serait beaucoup plus bas que le plus haut historique ancien. Ça voudrait peut-être dire qu'il y a une cassure un petit peu dans ce qui se passe chez LVMH, où on serait en attente de news, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas trop de news en ce moment du côté de LVMH pour donner envie d'aller plus haut. Et puis fondamentalement, je trouve qu'on a, bon, ça a changé de dimension LVMH, mais je trouve que voilà, c'est le gros effet. Enfin, le gros effet, ça va continuer à monter. Mais peut-être que ça va faire une pause de 2-3 années aussi. Donc voilà, je suis modéré. On peut remonter tout en haut une dernière fois dans un spike du marché positif où tout est beau, tout est rose dans le meilleur des mondes. Mais bon, j'ai envie de vous dire qu'il y a quand même des petits voyants qui me font dire mef. LVMH, ça peut ne pas monter au ciel continuellement, et c'est un peu le cas, donc voilà, surveillez. Mais si ça cassait, c'est oblique, hein, ce serait quand même vraiment un vrai signal. Ça peut tergiverser un peu puis casser. Mais après, si ça repart au-dessus de manière assez forte, eh ben écoutez, j'aurais eu tort et j'en serais très content. En hebdomadaire, c'est pas parce qu'on va passer cette fameuse résistance dont je parlais qu'on a tout gagné, puisqu'il y en a une autre juste au-dessus, autour de 800 €. Et puis vous avez vu, hein, j'ai des petits trucs qui se présentent à vous aussi sur l'hebdomadaire comme le mensuel, à vrai dire, qui vous donne des points d'entrée potentiels si on voulait voir que le marché est intéressant. Mais vous voyez, techniquement, on avait mis ça il y a un certain temps, et techniquement, ça a été magnifique. Des supports, ça casse, ça revient une fois, ça revient une deuxième fois. J'avais exprimé ça dans une vidéo, que là, c'était peut-être un pullback qui ferait mal. Bah, écoutez, le pullback, il a envoyé à la cave de manière assez forte et assez linéaire, qui me fait dire que quand même, sur LVMH, ce mouvement-là me paraît un peu gênant quand même. Et le rebond n'est pas du tout punchy, alors que le marché, il l'est. Et ça, c'est un élément important. LVMH ne porte pas le CAC 40, et ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé. LVMH est en train de plutôt tirer vers le bas le CAC 40. Alors, certains vont dire qu'il y a de la potentialité, grâce à ça, oui. Mais je trouve que le dossier lui-même commence à être un peu plus gênant sur longue période. Allez, on enchaîne avec un dossier beaucoup plus pépère, quoique, mais qui est toujours aussi intéressant, c'est Michelin. Et donc Michelin, voilà, hein, c'est une belle entreprise, il n'y a pas de problème. Et avec dividendes, c'est encore plus intéressant, donc il faudrait intégrer les dividendes pour avoir la même courbe que ça. Mais votre patrimoine entre, je dirais, 2009 et maintenant, aurait fait à peu près x8, hein. Donc c'est quand même assez intéressant d'intégrer les dividendes dans le dossier, puisque sans dividendes, ce serait plutôt 1x6. Donc il y a quand même un accélérateur intéressant avec les dividendes réinvestis. Allez voir la vidéo que je vous disais sur les dividendes concernant ce sujet-là, vous aurez toutes les explications pourquoi je parle comme ça, c'est tout expliqué. Alors sur Michelin, quand on est en mensuel, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, il y a encore aussi un point, alors vous avez vu, hein, il y a plusieurs graphiques comme ça qui sont en train de préparer une résistance ici qui peut se faire là, et si ça passe pas, et à mon avis il y a des possibilités que ça passe pas, ça veut dire qu'il y a beaucoup de valeurs qui seraient en train de préparer un retournement. Je disais ça juste comme ça. Alors j'ai peut-être tort, parce que si ça casse, bah j'ai tort. Mais le CAC 40 est au plus haut, il y a des dossiers qui montent, et quand le CAC 40 va s'essouffler, ce qui a l'air d'être le cas plus ou moins là, de manière peut-être très court terme, hein, eh bien vous avez des résistances qui se mettent en place à des niveaux intelligents, et je trouve que Michelin y arrive aussi. Voilà pourquoi je suis plutôt neutre, légèrement correctif sur le CAC 40 en ce moment. Voilà pourquoi aussi, c'est pas le moment d'entrer, mais il y avait un point de résistance qui a été cassé, qui est ici. C'est pas pour ça que je suis fan de Michelin de manière absolue. Fondamentalement, j'ai rien à obtenir de Michelin. C'est-à-dire que si le marché veut emmener les dossiers plus haut, il le fera. Il le fera pour tous les dossiers que je vous ai raconté la même histoire. Mais est-ce qu'il le fera de manière long terme? Non, il le fera de manière je vends. D'une manière, je me retire. Alors j'ai peut-être complètement tort sur longue période, mais moi je trouve qu'il y a quand même des dossiers qui disent pas je veux monter, il n'y a rien fondamentalement qui les fait monter, c'est donc le marché qui les achète pour les faire monter, pour les valoriser plus cher, parce que le marché estime que ça doit aller plus haut. Mais fondamentalement, il n'y a rien qui dit que ça mérite, alors je dis n'importe quoi, mais sur Michelin d'aller à 40, peut-être, 50... je vois pas du tout, et 60 et 80 encore moins. Donc c'est pas des points d'entrée. C'est mon avis, ça n'engage que moi, comme je vous le dis depuis le début. Voilà par rapport à Michelin, on va aller voir en hebdomadaire s'il y a des petites choses intéressantes à regarder. Et ce qui est intéressant sur Michelin, c'est qu'on a quand même un support qui s'est écrit à 25. On a une oblique ici qui a été cassée, qui était pas très propre, mais qui est assez intéressante à regarder. Un pullback dessus, ce serait pas inintéressant. Voir aller retoucher les 25, ce serait pas mal. C'est pas très très loin finalement en termes de prix, mais ça monte fort, hein. Regardez, hop, j'agrandis, ouais, ça monte très fort, très vite, sans construire. Trop tard.
Ça, c'est du FOMO. Hein. Celui qui achète là, c'est du FOMO. Et c'est ça, tous les nouveaux, ils se font bananer. Et c'est là que les gros, ils commencent à vendre. Si ça respecte le scénario que je propose. Sinon, bah, j'ai tort. Et écoutez, moi, personnellement, je suis pas protégé. Je sais pas ce qui me protège dans ce graphique-là. Ici, je sais pas quoi faire. Si ça se retourne. Est-ce que c'est un petit retournement? Voilà, j'ai pas de plan. Voilà, c'est pour ça que je suis pas intéressé par Michelin, mais je trouve que fondamentalement, voilà, ça peut monter, ça peut baisser, mais c'est plutôt neutre, et je suis plutôt neutre sur Michelin sur cette année. On va aller voir un dossier qu'on m'a déjà demandé il y a pas longtemps, qui s'appelle Orange, et on va aller voir ce qu'il y a à faire sur Orange, et je crains que ce soit à peu près la même chose que Michelin. Donc voilà, depuis le début du siècle, Orange, c'est une catastrophe absolue, puisqu'on était autour de 173, on est actuellement autour de 10, il y a des dividendes en plus, voilà ce que ça donne avec les dividendes. Ça va un poil moins mal, mais c'est quand même pas terrible. En tout cas, c'est une société plutôt à dividendes qu'il faut acheter sur des points bas. Et pour moi, les points bas sont bien éloignés du dossier Orange actuellement. Allez, on va les voir vite fait. Sans les dividendes et en raccourcissant un petit peu, hop, j'enlève les dividendes tout de suite. Voilà. Et donc on voit bien que c'est baissier sans les dividendes, hein, que ce soit clair. Donc on a vraiment une stratégie de dividendes. Je reviens, hop, regardez. Ça veut dire que les dividendes sont hyper importants dans le dossier. Mais il faut acheter des points bas. Et les points bas, ben, on n'y est pas. Ici, et pour moi, ce qui est bloquant, c'est le niveau de 11,92 et on est à 10,56 avec une bougie sur la semaine, sur le mois qui est en train de se faire, qui est assez gênante. On va voir qu'en hebdomadaire, c'est pareil. Et pour moi, j'ai envie de vous dire que, en Orange, il n'y a pas d'intérêt, hormis que ça tienne ici autour des 9,43. Et ça, c'est pas gagné. En hebdomadaire, on a un petit espoir, j'ai envie de vous dire, d'aller chercher ce point-là, de repartir vers le haut. Mais, comme je vous l'ai dit, moi, Orange, je suis pas fan, je serai jamais fan, parce que je vois rien, sauf s'il y a une news qui retourne à table, mais on le verra dans le graphique, et à ce moment-là, je changerai d'avis sur Orange, mais pour l'instant, c'est vraiment la grosse mémère dans l'absolu, qui vous fait pas perdre d'argent, mais qui vous en fait pas vraiment gagner, donc il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà, un petit peu le scénario, je passe vite sur Orange, il n'y a pas d'intérêt particulier de plus sur Orange. En tout cas, c'est mon avis, ça n'engage que moi, et personne d'autre. Allez, on va aller voir un dossier qui est très intéressant pour pas mal de sujets, c'est Pernod Ricard. Alors, Pernod Ricard a annoncé des chiffres mauvais et je pense que la Chine lui fait très mal parce qu'elle dépend beaucoup de la Chine et on a eu ce gadin avec un rebond, vous allez voir techniquement en hebdomadaire, c'est tout à fait propre et pour moi, le point d'entrée reste entre guillemets, si ça veut se calmer sur Pernod Ricard et c'est pas gagné, c'est pour ça qu'il faut être très modéré. C'est 145, c'est pas ce niveau-là, en tout cas à mon avis c'est pas autour de ce niveau-là, c'est plutôt ici, mais les impatients seront déjà acheteurs et diront ouais mais c'est pas grave, moi je suis long terme, etc. Ouais mais si ça casse tu vas perdre beaucoup. Ça c'est ce que j'ai à vous dire pour les points d'entrée. Pernod Ricard pour moi c'est l'indicateur de ce qui se passe en Chine, et pour l'instant sur ce qui se passe en Chine, c'est pas bon, et tant que Pernod Ricard ne rebondira pas, j'ai envie de dire que la partie luxe pataugera dans la small, c'est mon avis. Et donc Pernod Ricard est un bon baromètre de l'activité chinoise et de ce qui se passe en Chine. On verra bien dans le futur si j'ai raison, mais je trouve que c'est assez intéressant. Ça reste une bonne entreprise, mais si elle est positionnée sur un marché qui souffre, elle souffrira. Et ça, il faut l'entendre. Donc je suis plutôt neutre, à tendance un poil négatif sur Pernod Ricard au niveau fondamental. Ça reste une belle entreprise, hein, mais voilà. Je pense que elle a mangé son pain blanc et elle est en train de bien manger son pain noir. Je suis pas convaincu qu'elle ait fini avec son pain noir. Voilà pour Pernod Ricard. On va regarder en hebdomadaire si il y a des choses intéressantes. Alors ce qui est intéressant, j'ai pas touché au graphique, ce qui est intéressant c'est qu'on m'avait interrogé dans les hebdos et j'avais dit là il y a une résistance et la résistance elle a été parfaite, pouf, et c'est reparti. Alors ça rebondit là, ça remonte à là, ouais ok mais il y a rien, hein. Il y a que dalle, hein. C'est pour les traders très court terme, mais c'est pas le but de cette émission. Non, c'est vraiment plutôt ici à voir ce qui se passe à ce niveau-là. Tiens, je vais vous mettre vite fait un support. Voilà, il y a celui-ci, ici, qui pourrait fonctionner autour de 140, 150, et si ça passe en dessous, par contre là, c'est pas bon du tout. Et c'est pas gagné que ça tienne. Voilà pour Pernod Ricard. Sur l'année 2024, je suis plutôt modéré, neutre, à tendance légèrement négative, et peut-être même, faire attention. On va enchaîner avec un dossier qui est un des records de hausse de l'année et que j'avais pas vraiment vu, c'est Publicis. Alors Publicis, écoutez, on sent que voilà, alors franchement magnifique, hein, magnifique. Moi j'ai pas vu, hein. J'ai pas vu du tout, pas du tout dans mes spectres, j'ai rien vu du tout. Elle a fait plus 40% cette année à l'heure où je vous parle. Elle va aller certainement la chercher là, cette oblique là, hein, qu'on soit très clair. Mais comment, quand, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que je regardais fondamentalement le gros effet. Ça s'appelle un dossier qu'on a raté. Voilà, c'est un dossier qu'on a raté, point. Et c'est triste, hein, mais c'est comme ça, et c'est fini, quoi. Alors que, en plus de ça, Publicis, quand vous rajoutez les dividendes, regardez bien, c'est magnifique. Voilà, ça c'est x4, hein. Entre le bas de 2020 et maintenant, c'est x4.
Voilà, moi j'ai vraiment pas vu le dossier. Là j'ai été pas nul, hein, c'est comme ça arrive. Il y a des dossiers qu'on peut pas voir. Et en tout cas, en ce qui concerne Publicis, par contre, qu'on soit très clair, hein, ça va monter encore, combien de temps, je sais pas, mais il y a rien qui me fait dire je vais aller plus haut. Donc faites attention à Publicis. Ça, c'est voilà, faut accepter que le dossier on l'a raté. Et là, on l'a vraiment raté. Donc voilà, il y a des gens on me l'a proposé il y a pas longtemps. La personne l'a certainement rentré dans son portefeuille. Elle avait bien raison. Ça avait encore du potentiel, mais moi je trouve que c'est compliqué maintenant. C'est compliqué. Et moi, je cherche du gros potentiel, et là, il y en a plus. Hein. Ça peut monter plus fort. Voilà, ça peut aller 100 balles, j'aurais quand même raison dans ce que je vous dis. Voilà pour Publicis, on va aller voir en hebdomadaire ce qu'il y a. On revient tout de suite sans les dividendes. Voilà, et on va aller en hebdomadaire. Voilà, on me l'avait proposé ici, ça a accéléré fort, ça a cassé sans même se poser de questions. Ça peut refaire un pullback, ce serait intéressant pour les chercher, mais ça c'est du trading. On n'est pas dans l'investissement, désolé. Sur ce sujet-là, on n'est pas... voilà, c'est du raté pour moi. En ce qui me concerne, je passe à autre chose. Sur Publicis, c'était le dossier, quasiment des dossiers de l'année. Et je l'ai pas vu venir. Un autre dossier qui, pour moi, depuis 2-3 ans, me semble intéressant et qui reste toujours intéressant et qui travaille, même si ce sera pas non plus le nirvana, mais un dossier qui peut surprendre dans une future hausse, c'est toujours le même, j'en parle depuis longtemps, c'est Renault. Alors voilà Renault en mensuel, hein, donc ça ne baisse plus, ça c'est clair, ça ne monte pas. Faut l'admettre aussi, et j'étais plutôt positif l'an dernier, avant la guerre d'Ukraine. Il y a eu ensuite un spike dû à la guerre d'Ukraine, c'était normal puisqu'il y avait des actifs qui étaient en Russie. Les Renault les a vendus, donc maintenant le souci n'existe plus. Il faut savoir que Renault se redresse très fort, et Luca De Meo pour moi reste un des grands chefs d'industrie, les moins cotés qui soit, et qui est un mec formidable. On parle tous de Carlos Tavares et de Stellantis, qui effectivement est beaucoup mieux graphiquement, etc. Vaut mieux privilégier Stellantis, ça c'est très clair, il fallait le faire, et c'était évident, tout le monde le voyait. Mais Renault est pas cher du tout, mais alors pas du tout. Alors ça reste pas cher, ça restera jamais très cher en tout cas, mais on peut espérer de Renault qu'il y ait une remontada, on dit que ça revienne, sachant que Luca De Meo est en train de créer vraiment un truc super intéressant. Moi je vous le dis, ça fait 2 ans que je le dis, ça fait 2 ans que ça gagne pas, ça perd plus. Ça n'empêche pas que je trouve que j'ai toujours raison, et je maintiens que Renault, il y a quelque chose à faire. Alors ça sera jamais un Porsche, un Ferrari, hein, qu'on soit clair, mais il y a des choses à faire pour les gens qui font de la value. Je trouve que c'est pas très cher, même si ça vaudra jamais une fortune. Si ça montait à 90 ici, franchement ce serait pas beaucoup plus cher. Enfin, ce serait un peu plus cher, mais ce sera pas excessif. En tout cas, c'est mon avis, ça n'engage que moi, mais c'est vrai que j'ai plutôt tort sur le dossier, dans le sens où ça gagne pas vraiment, mais techniquement, on voit à peu près où ça se passe, et il faudra surveiller ça dans l'année 2024, et j'ai envie de dire neutre à tendance positive sur le dossier Renault en ce qui me concerne. Allez, on va aller voir en hebdomadaire ce qu'il y a à faire. Alors clairement, on a eu un point de contact ici qui était intéressant, qui était un point d'entrée. Ici, ça devient compliqué d'être acheteur, hein, donc on va attendre ici, voir si ça casse ici, ou alors de revenir dans un stress de marché, de revenir ici, et pourquoi pas chatouiller cette petite oblique qui pourrait être retestée un de ces jours courant de l'année. Donc c'est une neutralité avec une potentialité d'aller vers le nord plutôt que vers le sud, et ça c'est un avis, vraiment c'est ma conviction sur le sujet. Renault on l'évalue pas, mais Renault pour moi il y a des choses à faire. Alors là c'est pas le moment, mais ça pourrait l'être dans l'année 2024. Voilà pour Renault, et c'est un avis qui est vraiment à contresens de beaucoup de gens, mais je suis convaincu que Renault devrait, à terme, lequel je ne sais pas, mais devrait pouvoir se revaloriser au moins un petit peu. Et il y a des points d'entrée techniques qui me semblent intéressants sur ce graphique. Allez, on va enchaîner avec un dossier qui est beaucoup plus bullish, qui est beaucoup plus haussier, que tout le monde adore. Mais moi, si je l'aime pas trop, c'est Safran. Alors voilà Safran depuis le début du siècle, entre guillemets, et on a clairement les niveaux techniques intéressants qui sont en place. Et j'avais celui-ci qui me gênait. La dernière fois que je vous ai vu pour cette même émission, c'était cet été, je trouvais que c'était une opposition assez importante, et ça a été cassé le mois dernier assez violemment, et il y a vraiment pas de vendeur. Alors je vais vous dire pourquoi je l'aime pas. Je l'aime pas pour des raisons éthiques, mais c'est en termes financièrement, sur tous les éléments financiers, il y a strictement rien à dire. C'est une bombe atomique. C'est encore haussier. J'ai envie de vous dire, je suis positif. Si je mets de côté mon sentiment personnel, c'est positif. Il y a rien à dire. Safran, ça peut monter plus haut. Ça peut monter encore plus haut. Et la question, c'est est-ce que faut acheter là? Techniquement, c'est compliqué. On va voir en hebdomadaire. Mais voilà, le point d'entrée, il était clairement ici, quoi. Il était par ici. Ça se voyait, c'était assez évident, c'était l'été dernier, c'était il y a 1 an, et depuis, voilà, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas de monter. Vous êtes à 90 ici, vous êtes à 160 là. Il y a eu meilleur que Safran, mais pour moi, Safran, il y a encore du potentiel.
c'est pas que c'est pas cher, je dirais c'est intermédiaire. Ça peut aller plus cher sans que ça soit choquant, ça peut retomber pour des raisons de stress de marché, mais pour moi Safran, voilà, ça reste une bombe. Alors pourquoi j'aime pas? Parce qu'ils fabriquent des moteurs qui crament du kérosène, et je suis pas convaincu qu'un jour il n'y ait pas des restrictions qui font que des gens comme Safran souffrent. Ça reste leur cœur de métier, même si je sais qu'ils bossent sur des consommations inférieures, un peu moins fortes de kérosène, ça reste des gens qui brûlent du CO2, et pour moi ça c'est un peu gênant dans le futur, dans un monde où on ne prend toujours pas en compte, dans le monde financier, même si on nous dit le contraire, c'est pas vrai, on ne prend toujours pas en compte la notion du réchauffement climatique, qui est quand même une évidence maintenant à tous ceux qui veulent pas avoir de IR. On va aller voir un hebdomadaire s'il y a des points d'entrée intéressants sur le titre. Alors je vous ai mis une petite oblique ici qui pourrait être conservée, j'ai envie de dire que tant qu'on la tient, ça veut dire qu'on est très haussier sur le dossier, c'est si on la cassait que ça deviendrait un peu plus limité. Donc voilà, vous avez les niveaux qui sont sympas. On va changer la couleur de ce niveau de 151, puisque maintenant ça devrait être un support, en tout cas je le souhaite à ceux qui sont acheteurs. Voilà pour le niveau 252, il n'y a pas de raison qu'on n'y retourne pas. Ce serait logique d'y revenir. Donc regardez bien ce qui se passe à ce niveau-là si vous êtes acheteur de Safran. C'est vraiment un beau dossier haussier. C'est juste l'éthique qui me gêne un petit peu sur le titre, et vous avez compris pourquoi. On va enchaîner avec un dossier sur lequel je suis assez étonné de ce qui se passe, mais ça reste une belle société française, c'est la plus vieille société française, et s'appelle Saint-Gobain. Alors Saint-Gobain, c'est un dossier, c'est une belle société française, comme je disais, une des plus vieilles, mais elle est très intéressante parce que nous avons des dividendes qui permettent d'avoir une courbe d'accélération de votre patrimoine qui est quand même très intéressant sur des périodes longues, et c'est vraiment un dossier vraiment très haussier avec les dividendes, on peut pas dire le contraire. Maintenant, techniquement, je dirais par rapport à ce qu'on va voir, je suis un peu plus modéré, même si je pense que ça peut monter encore plus haut. Voilà, techniquement, je pense qu'on est arrivé sur un point technique intéressant. Elle peut dire je m'en fous et je pars plus haut. En tout cas, celui qui, là aussi, difficile de rentrer sur un titre comme ça. On arrive sur des points techniques importants. On peut se faire refouler sur la fin d'année sur Saint-Gobain, mais ça reste une entreprise qui a fait des choix profonds il y a longtemps, qui s'avèrent être payants boursièrement. Maintenant, je vais vous le dire, il n'y a pas de raison de monter. Il n'y a plus de raison de monter. Si ce n'est que ça vaut pas très cher et que ça a valu plus cher fut un temps, donc ça peut monter plus fort. Donc c'est juste de la valorisation, mais il n'y a pas de dynamique. Il n'y a pas de dynamique dans l'entreprise. L'entreprise, c'est une grosse mémère qui vend très bien. Et c'est tout. Donc voilà, je suis un peu compliqué à comprendre sur ça, mais c'est pour ceux qui sont pas formés, ils comprennent pas trop, mais ça aurait pu ne pas bouger, c'était pareil, ça a accéléré, donc c'est super, tant mieux. Voilà, j'agrandis, ça accélère, c'est très fort depuis 2 mois. Bof, pas plus que ça sur Saint-Gobain. Je dirais que c'est des points où il faut commencer à se poser les bonnes questions, il faut attendre de voir les bougies de retournement se mettre en place, et quand elles se mettent en place, il faut savoir encaisser ses gains pour aller chercher des supports plus bas. Allez, on va aller voir un hebdomadaire s'il y a des choses qui se présentent à nous. Et hebdomadairement, c'est compliqué de trouver un niveau de prix sympa, si ce n'est peut-être un retour ici potentiel. Dossier compliqué techniquement aussi maintenant, là je trouve que c'est assez erratique, donc voilà, il y avait des points d'entrée assez sympas à trouver durant l'année. Celui-ci était vraiment assez évident. On peut même mettre le petit support à 49 comme étant un support intéressant, mais voilà, ça s'arrête là. Après moi, où est-ce qu'on achète ici, c'est quand même compliqué, donc laissez faire, vous aurez peut-être des opportunités dans l'année. Ça reste un dossier où je vais vous dire que je suis neutre à tendance positive, mais ça s'arrête là quoi. Ça s'arrête là, pas plus que ça. Saint-Gobain peut parfaitement recorriger dans l'année et pour faire un meilleur rebond et peut-être construire une tendance haussière dans le futur, mais il va falloir qu'il y ait du gaz au niveau fondamental et moi je le vois pas. On va passer sur un dossier que je déteste et que personne ne déteste, enfin en tout cas peu de monde le déteste, moi je l'aime pas du tout. Il s'appelle Sanofi et pourtant c'est une des plus grosses valeurs du CAC 40. Alors Sanofi, voilà, donc en plus ça monte techniquement et fondamentalement, j'aime pas le dossier et ça pas demain que ça va changer. Même s'il faut admettre que quand vous avez des dividendes, que vous êtes un vieux de la vieille de dossier Sanofi, il faut rien lâcher. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Ça monte tout le temps sur une très longue période. C'est vraiment un dossier superbe et je vois pas pourquoi effectivement ça pourrait pas continuer. Bon, je l'aime pas pour différentes raisons. Éthiquement, je trouve que c'est pas un dossier formidable. J'ai un problème d'éthique avec lui et vous allez voir, j'ai aussi un problème graphique. On revient en enlevant les dividendes pour voir le graphique. Donc voilà, on monte en crabe. Ça, je déteste. Je déteste vraiment. Parce que quand t'arrives là, c'est mort, c'est fini, et vous avez eu 2-3 fois là, autour de, pouf, c'est fini. Ça c'est la première chose. Mais si vous allez voir en hebdomadaire, vous allez voir qu'il y a des violences dans ce dossier, alors que c'est une grosse mémère, qui fait que ce dossier-là, moi, j'y arrive pas, quoi. Et je veux pas y arriver parce que je pense que ça arrivera un jour que les gens vont être très très déçus et ce sera violent.
C'est possible, hein, en tout cas. Regardez-moi ces bougies hebdomadaires qui sont d'une violence phénoménale. 97, on finit à 85. C'est énorme pour une grosse bécane comme ça. Là, on a recommencé. Regardez ici l'accélération hyper forte, même avec un gap hebdomadaire. Moi, ces dossiers-là, j'aime pas. Il y a un autre gap ici. Là, c'est quasiment un gap aussi. C'est très violent. Moi, je trouve que ce titre est très très difficile à comprendre. Là, il y a un rebond parce qu'il y avait l'oblique. Donc, les techniciens ont acheté ici et puis ils ont eu raison. Mais sincèrement, pour moi, je sais pas ce qu'il va faire. Boum, 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 boum. C'est insupportable. Et c'est pour ça que ce dossier-là, moi, je pense qu'il faut le fuir. On va aller voir en journalier. On n'en fait pas beaucoup sur cette émission. Mais vous allez voir en journalier, vous allez vite comprendre. Voilà, en journalier, le dossier Sanofi. C'est un gruyère. Il y a des trous partout. Tu te réveilles le matin, t'as gagné plein de sous, t'en as perdu plein. Enfin, c'est une catastrophe parce qu'il y a des gens qui mettent beaucoup d'argent sur des valeurs comme ça parce que c'est pépère. Mais qu'est-ce qu'il y a de pépère dans ce titre? Dites-le moi, parce que moi je trouve pas. Ils sont partout, et donc voilà pourquoi je fuis ce titre, et je vous invite à y réfléchir, même si je ne donne aucun conseil, c'est juste mon avis, et mon avis est très clair sur Sanofi. Elle ne m'intéresse pas, elle ne m'intéressera pas, et je fais un petit clin d'œil à un de mes élèves qui m'a tenu tête. Eh bien, tu m'as tenu tête, eh ben, je suis désolé, mais, enfin, voilà, écoute les vieux, tu verras, tu gagneras, et tu comprendras, quoi. Voilà, je suis désolé pour lui, mais, à un moment donné, hein, je forme des élèves, on s'entend super bien, mais, je maintenais, et il a pas entendu. Bah, quand on n'entend pas, bah, écoutez, il se passe ce qui se passe, et sur ce dossier-là, c'est pas possible, quoi. Il faut prendre en compte tous les critères quand on fait de la bourse, et celui que je viens de vous dire, il est très important aussi. Allez, on enchaîne avec une superbe valeur que j'adore depuis longtemps, même si je trouve que c'est peut-être plus le moment d'y aller, c'est Schneider Electric. Donc Schneider sur longue période, bah évidemment que c'est une superbe valeur, regardez bien, ça monte, ça a fortement accéléré. La transition énergétique, bah Schneider c'est le vendeur de pelles, hein, aussi, hein, il fournit, comme Legrand, il fournit des appareils, mais de l'outillage, enfin des matériels électriques qui permettent de mettre en place tout ce qui est électricité, notamment dans le photovoltaïque, etc., et l'éolien. Donc à partir de ce moment-là, c'est vraiment des sociétés qui sont dans le move. Il y a pas à dire. Maintenant, il y avait des points d'entrée assez intéressants qui commençaient à s'écrire, et je trouve que le récent ici était vraiment intéressant. On vient de prendre presque 50% en ligne droite là. Hein. Donc c'est pour ça que je dis c'est trop tard. C'est encore un dossier qui voilà, il est parti. Ceux qui auraient écouté cet été, ils auraient peut-être eu la possibilité de rentrer. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'il faut regarder cette émission et noter, et puis attendre son heure quand ça voudra venir. Et c'est pas gagné que Schneider, on trouve le niveau de cet oblique-là. Hein. Mais pour l'instant, Schneider, c'est génial, mais c'est compliqué de rentrer. On va essayer de trouver en hebdomadaire s'il y a un point de retour qui peut être sympa, mais ça devient assez complexe de trouver un point d'entrée avec Schneider. Ça reste une superbe valeur, donc je suis positif. Évidemment, je suis positif. Mais voilà, c'est peut-être un peu tard. Voilà en hebdomadaire, ce que je trouve intéressant, c'est cet oblique-là, ici, qui peut faire blocage. On ferait un sommet historique, et puis après on renverrait vers les 22. Mais vous voyez, hein, j'ai pas grand-chose à vous proposer dans les niveaux de prix ici pour vous trouver un point d'entrée. Peut-être le retour sur 167. Voilà, mais ce serait bien, ce qui serait bien, c'est cet oblique. Voilà, un dossier compliqué. C'était, voilà, le point d'entrée, il a été écrit. Et maintenant, on doit laisser faire. Ceux qui sont acheteurs là, ce sont des gens qui sont FOMO. Et comme je vous le dis, c'est la plus grande certitude de quasiment perdre de l'argent un jour ou l'autre. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais peut-être après-demain, vous perdrez. Et ça, c'est vraiment gênant de vous voir des gens qui vous disent, allez, achetez, ça va au plus haut historique, et achetez. Non, les plus hauts historiques, ça se construit, et là, il n'est pas construit. Donc ça va faire une correction à un moment donné. Donc je suis positif sur le titre globalement, mais techniquement, c'est pas là que je rentrerai en aucun cas. Allez, on enchaîne avec un dossier que je déteste depuis longtemps. C'est la Société Générale. Et donc la Société Générale, là voilà, depuis 30 ans, on peut même le mettre depuis le début du siècle. C'est une catastrophe, et si vous rajoutez les dividendes, eh bien ça ne sauve pas du tout son... Voilà, c'est terrible. Vous ne gagnez pas d'argent avec la Société Générale, même avec les dividendes. Donc voilà, c'est très clair sur le sujet, sur longue période, c'est une catastrophe, et je vois pas pourquoi, pour l'instant, je vois pas de choses qui retournent la table, même si je vois qu'ils font des efforts. C'est triste, mais elle est vraiment clouée au sol, et je vois pas pourquoi elle remonterait. Voilà pour la Société Générale au niveau mensuel, ce qu'il se passe. On va aller voir un hebdomadaire un peu plus près, s'il y a des choses à faire sur ce titre. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui bloquent sur ce niveau ici. On a bien vu que l'oblique était répulsive, et puis bah voilà, ça a été renvoyé dans ces 22. On a une oblique ici qui est assez claire, qui s'est mis bien en place, et qui fait qu'on a des supports intéressants, des rebonds. Bon bah voilà, on s'approche des résistances, il y en a et elles sont nombreuses.
et je ne vois rien fondamentalement qui nous permette de dire qu'elle puisse remonter même ne serait-ce qu'un peu plus haut. Voilà, Société Générale, c'est un des dossiers que je déteste le plus sur le CAC 40 et je trouve que c'est encore aujourd'hui justifié. On va passer tout de suite à un dossier beaucoup plus intéressant et qui nous a donné des belles satisfactions cette année, c'est Stellantis. Alors Stellantis, le voilà sur une longue période. On voit que techniquement, on est peut-être sur quelque chose qui va nous gêner pour aller plus loin, mais ça a été un superbe dossier pour l'année, puisqu'on est parti, voilà, on a fait une grosse évolution. Et regardez bien, si vous rajoutez les dividendes, c'est encore mieux. Nous, on est au plus haut historique au niveau patrimonial, et c'est vrai que ça commence à être vraiment très très important chez Stellantis. Voilà pour, je dirais, la valorisation globale du dossier sur très longue période. On va regarder au niveau sans les dividendes, au niveau mensuel. Bon voilà, ça bloque ici, hein, c'est assez évident. On va regarder au niveau hebdomadaire, mais on va certainement faire les mêmes constats. Est-ce qu'on n'a pas fait le gros de l'histoire pour l'instant sur Stellantis? Ça me paraît assez évident techniquement. Voilà, ça a fait une belle accélération. C'est vrai que la correction qu'il y avait eu au mois d'octobre, hein, qui a été assez violente sur les indices, eh bien, elle n'a pas eu lieu sur Stellantis, qui a repris très rapidement sa marche haussière et qui n'a pas vraiment enclenché une correction importante. Donc ça veut dire que c'est un dossier qui est très haussier. Je suis pas convaincu qu'il continue pas. Il peut latéraliser, il peut casser fort et puis revenir ensuite. Moi, j'ai envie de dire Stellantis, l'année prochaine, hein, on est toujours positif sur le titre. Il est pas spécialement cher, il est pas spécialement peu cher, mais il est plutôt pas cher. Donc voilà, si ça corrige, ce sera des opportunités. Il y en a une ici qui serait revenir à 19,10. Bon, j'ai un peu de mal à croire pour l'instant, mais bon, ça peut revenir assez vite. Hein, c'est pas si loin que ça, hein, qu'on soit clair. Hein, c'est des grosses mémères. Il y a des décalages qui sont pas non plus de grands pourcentages. Donc vous pouvez profiter de Stellantis si ça revient ici, ou si ça revient sur ce niveau-ci, sur cet oblique, qui n'est pas encore tout à fait validé. Il y a 3 points de contact, mais je suis pas sûr qu'il y en ait un 4e. On verra bien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Stellantis, c'est vraiment une belle réussite 2023, et pourquoi pas continuer sur 2024. On va enchaîner avec un dossier sur lequel on avait fait des analyses graphiques pertinentes. On va voir si on a continué. C'est ST Microelectronics, le roi français des semi-conducteurs. Une parenthèse soit dit en passant, c'est quand même inadmissible d'avoir qu'une seule société dans le semi-conducteur. Dans le CAC 40, c'est quand même révélateur qu'on a un grand problème encore sur la technologie en France, et c'est quand même vraiment d'une tristesse absolue, sachant que l'autre, je dirais, qui est intéressant, qui rentrera au CAC 40 un jour, je pense que c'est Soitec, mais pour l'instant on en a qu'un, et c'est vraiment révélateur qu'il y a quand même un souci. Quand je vois dans d'autres pays, il y a quand même d'autres entreprises qu'un seul leader dans le milieu du semi-conducteur, et il faut réveillez-vous quoi. C'est le monde de demain, le monde d'aujourd'hui, c'est dans les semi-conducteurs. Voilà, on s'est dit, mais personne ne m'entendra. Allez, on enchaîne avec les dividendes, voir un peu ce que ça donne. C'est quand même avec ça provoque quand même des variations assez importantes, puisque entre le bas à peu près ici et là, il y a à peu près x12. C'est quand même pas inintéressant. Si on les enlève, ça fait 1 x 8, donc c'est pas voilà, c'est pas anodin, mais c'est pas ça qui fait qu'on change nos arbitrages. Les points d'entrée et les points de sortie sont ceux qu'ils sont, et j'ai envie de vous dire que on a eu le point de contact comme c'était prévu. Ça a été donné il y a longtemps sur l'ancienne vidéo sur le CAC 40, et c'était ici à 34,90-35, et voilà, on est à 46, c'est trop tard. Il va falloir patienter une nouvelle opportunité sur le titre. On va aller voir en hebdomadaire si vous voulez, pour essayer de trouver une solution en cas de repli du titre. Écoutez, vous voyez, elle était ici, c'était magnifique, j'ai agrandi, vous voyez, c'était superbe. C'est venu 2 fois en plus, 2 semaines de suite, c'est venu 2 fois dessus. C'est vraiment là que ça se passait. J'ai rien changé sur le graphe, donc tout est parfait. On avait ce support là, il a cassé, on est revenu dessus, on est recassé, on est revenu dessus, et là, c'est parti. Plein nord, voilà, et ça fait une jambe de hausse de 33% juste sur ce titre-là, et il n'est pas interdit d'aller chercher là-haut, mais moi je trouve que le risque-reward est quand même beaucoup plus important aujourd'hui, et qui fait que c'est un peu dangereux. J'ai envie de vous dire, c'est trop tard, on ne fait pas FOMO non plus là-dessus, on attend des zones de retour, et pour l'instant j'ai envie de vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup, si ce n'est peut-être de revenir encore une fois sur l'oblique, ici. Bon, après on verra bien, mais voilà, il faut savoir les saisir les opportunités, et elles étaient présentes, elles étaient en fin octobre. C'est ça, fin octobre, début novembre, c'était là qu'il fallait jouer, quand tout le monde avait peur de la fin du monde, comme d'habitude. Voilà pour STM Microelectronics. Alors pour l'année prochaine, je vais regarder les fondamentaux vite fait pour voir s'il y a du potentiel encore sur le titre. Bon, vu ce qui se passe, je dirais, dans le monde, etc., j'ai envie de dire que c'est pas très cher par rapport à ce que ça pourrait valoir plus cher. STM, ça reste une superbe boîte, c'est une des valeurs préférées qu'on doit avoir dans entre guillemets, dans le point de mire si on est amateur de grosses valeurs. Sur la France, c'est un des dossiers qui, à mon avis, devrait être positif.
Je suis pareil, je pense que ce dossier-là doit monter, doit continuer à monter, et voilà, je rappelle que ce ne sont pas des conseils, mais juste mon avis. On va enchaîner avec un dossier qui, lui, s'est effondré cette année. Il a été la star de la catastrophe, la star de certains traders qui ont voulu l'acheter à des points bas parce que c'était le point bas historique. Ça, ils se sont fait tous exploser. C'était Téléperformance, c'est pas faute d'avoir dit que ça allait aller plus bas. Et est-ce qu'on va changer d'avis cette année? On va voir ça tout de suite. Et le dossier en question s'appelle Téléperformance. Voilà, donc ça fait maintenant un an et demi que je disais que c'était la catastrophe. Bon bah voilà, on l'a eu. On est maintenant rendu à un point où on a divisé par 4 le titre, entre le plus haut et le plus bas. Et j'avais tiré ça la dernière fois comme oblique, et il se trouve qu'elle a été respectée pour un rebond qui reste technique pour l'instant. Voilà, ça c'est pour Téléperformance, je dirais que c'est tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, avec, on va aller voir en hebdomadaire, un niveau que j'avais inscrit ici, qui a été parfaitement respecté. Merci, au revoir, on part vers le bas. Donc, pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour être acheteur sur Téléperformance. On reste négatif, entre guillemets, mais je pense qu'on a fait gros. On a fait gros, ça veut dire que ça peut aller encore un petit peu en bas, ça pourrait chuter encore plus bas, ça commencerait à être difficile, enfin on verra bien, mais ce qui est sûr c'est qu'il faut pas l'acheter, quoi. Enfin moi c'est mon avis, hein, mais faut pas acheter ça, ça peut reprendre des claques, voilà. Il y en a encore pour longtemps. On va considérer qu'on est dans une neutralité. Si ça remonte ici, je suis neutre. Si ça descend ici, je suis neutre, je suis neutre. Là, il n'y a plus qu'à attendre que la digestion de Majorel se fasse, et je suis pas convaincu qu'elle se passe bien. Je crains que Téléperformance a fait une erreur stratégique. On verra bien. De toute façon, si ça n'en est pas une, on le saura. Si c'en est une, on le saura. Mais moi, je suis pas fan de ce qu'ils ont fait. Je suis pas fan parce que c'est très cher. Je suis pas convaincu qu'ils gagnent tant que ça. Et voilà, on verra. Et je pense qu'ils n'avaient pas le choix, à vrai dire. Donc, vous savez, il y a des gens qui courent vers le suicide, en sachant qu'ils y vont, mais ils n'ont pas le choix. C'est ça où ils meurent, donc ils préfèrent mourir encore les armes à la main, et c'est ce qu'a fait Téléperf. Je crois que Téléperformance, ça fait longtemps qu'ils ont un souci, et il vient de se révéler. Voilà, donc pour moi, je suis neutre, on va attendre, et donc neutre veut dire bouge pas, quoi. Moi, je bouge pas, je serai observateur. Mais on verra dans quelques mois comment ça se passe, mais personnellement, je pense que ça va mettre du temps à s'en remettre, ça va mettre beaucoup de temps à s'en remettre, ça va mettre beaucoup de temps à s'en remettre. C'est mon avis depuis un an, j'avais dit que ça va mettre 2-3 ans. J'ai déjà une année de fête, moi je suis pas convaincu que ce soit l'année prochaine, donc neutre. Stabilisation du cours, plus ou moins autour de 100, ça peut aller à 80, ça peut aller à 160, et ça restera une stabilisation quand on voit l'historique sur ce graphique. Voilà pour Téléperformance, et j'ai pas confiance du tout dans les chiffres qui sont donnés concernant Téléperf. Je pense qu'ils veulent habiller la mariée un peu plus belle qu'elle n'est, et pour moi c'est totalement faux, c'est ce qui fera de nouvelles déceptions, donc faites attention aux résultats de cette valeur. Je pense qu'il y aura des nouveaux drames dans des portefeuilles boursiers. On va enchaîner avec un autre dossier sur lequel je suis très douteux, et de plus en plus douteux. Il faudra faire très attention, c'est le dossier Thales. Alors, au-delà du caractère graphique où on voit qu'on est en haut d'un grand couloir, je dirais, qui a été refoulé plusieurs fois, on est très haut, je dirais, techniquement. J'ai même pas envie d'aller voir les fondamentaux, j'ai pas du tout envie, parce que je pense que c'est une valeur qui peut subir une news violente un jour, c'est l'armistice, ou en tout cas la fin de la guerre, ou une pseudo fin de guerre sur l'Ukraine, qui a quand même justifié, j'agrandis, l'accélération que vous avez ici. Ça, c'est l'Ukraine. Eh ben, dites-vous bien que vous risquez d'avoir la chose dans l'autre sens, quand ce sera l'Ukraine aussi, mais dans l'autre sens. Donc je sais pas si j'ai raison, mais je pense que l'année 2024 est la fin de la guerre. Voilà, c'est un avis géopolitique que j'ai. J'avais bien vu le début de la guerre. Je sais pas si je vois bien la fin de la guerre, mais en tout cas c'est mon avis, c'est mon scénario. C'est pour ça que l'armement ne m'intéressera pas cette année. C'est le secteur le plus dangereux à mon avis aujourd'hui au niveau boursier, parce que je pense que tout est pricé dans un premier temps en tout cas sur ces valeurs, je dirais. Armement, et donc c'est à fuir. Moi je fuis, hein, qu'on soit très clair, c'est mon avis est fait, et ça fait un moment que je le pense, je l'ai déjà dit sur cette chaîne, mais là je le répète, à l'occasion de cette intégrale CAC 40, franchement Thales, je suis très négatif sur cette année. Voilà, donc je vais pas aller dans le graphique, si on va aller voir le graphique vite fait en hebdomadaire, vous allez voir des points de soutien, des points techniques éventuellement pour faire du technique, mais c'est ici à nouveau, et j'ai envie de dire c'est un nœud important, si ça casse ici que ça va vers le bas, il faudra faire très attention des news qui vont avec.
Si les news qui vont avec sont dans un sens qui vont pas bien, ça peut être dangereux, très dangereux. Il y aura 112 ici, il y aura peut-être 107. Il y a un gap ici, c'est le gap de la guerre, et il sera rebouché, à mon avis. Enfin, voilà, ça peut descendre très rapidement à 70, vous êtes à 134, vous divisez par 2, et vous avez l'air fin avec ça. Et quand je pense qu'il y a plein de gens qui sont en train d'acheter Thales, parce que ça va vendre plein d'armes, peut-être que oui, peut-être que non, mais vous savez, l'émotionnalité, ça coûte cher en bourse. Allez, on enchaîne avec un dossier que tout le monde adore, que moi j'aime pas, mais qu'il faut admettre quand même que c'est un des meilleurs sur le secteur, peut-être même au monde, c'est Total Energy. Voici Total Energy sur à peu près une trentaine d'années. Vous allez voir que ce qui est intéressant sur Total Energy, c'est d'acheter les points bas et de profiter des dividendes, parce qu'ils sont quand même assez importants. Regardez bien, je vais rajouter les dividendes à ce graphique. Et c'est magnifique. Voilà, c'est une bombe atomique. Ça me fait mal de dire ça parce que j'aime pas le dossier pour des raisons éthiques. Hein. Je suis quand même un anti-pétrole au niveau boursier, enfin à tous les niveaux on va dire. Et enfin c'est ma conviction. Hein. Je pense qu'il y a des soucis à avoir sur le pétrole dans le futur. Mais bon bah voilà, faut considérer que j'ai tort. Eh ben j'ai tort, mais je garde ma conviction personnelle qui fait que je n'aime pas ce dossier-là. Mais voilà, vraiment celui qui investit sur long terme sur Total Energy, il y a très peu de gens déçus. Il faut bien l'admettre, et il y a des influenceurs qui avaient été très acheteurs sur le niveau bas, au niveau du Covid, ici, et j'étais pas d'accord, et bien c'est eux qui avaient raison, point à la ligne, c'est moi qui avais tort, bon ça m'empêche pas de gagner de l'argent sur la bourse, mais voilà, j'aime pas, et là je vous cache pas que j'aime pas du tout, mais c'est pour des raisons techniques, on verra bien si j'ai raison, mais voilà, globalement j'ai tort sur ce titre-là, c'est un des plus beaux dossiers français, et qui tient le CAC 40 à bout de bras, pendant que le luxe ne le fait plus depuis quelques semaines. On va regarder techniquement, et en plus, j'aime pas, mais en plus j'ai envie de vous dire que ça a l'air de vouloir ne pas baisser. C'est impressionnant. Voilà, on se retrouve en hebdomadaire, donc on se rappelle, je vais revenir, hop, vous voyez, le plus haut historique était ici, donc je l'ai noté, on le fait, et on se fait refouler. Ça fait 4 fois qu'on a essayé, 4 fois qu'on s'est fait refouler, donc voilà, hein, clairement, là c'est vendu parce qu'il y a des gens qui vendent, mais j'ai envie de vous dire, ça baisse pas. Regardez bien. C'est vendu au niveau de 63, c'est racheté au niveau de 60, ça veut dire qu'il y a 5%. C'est vraiment un range très court, avec peu d'amplitude, donc c'est pas intéressant. C'est pas intéressant à trader, c'est pas intéressant je dirais à jouer, même pour du fondamental. Ce qu'il faut attendre, c'est ça allait retoucher cet oblique à mon avis, qui pourrait être sympa, donc ça peut durer des mois, hein, regardez bien. Hein. Si vous arrivez ici, vous êtes en août, hein. Donc on a largement le temps de voir les choses venir, et vous allez casser vers le haut, et c'est là que ce sera intéressant pour aller chercher une nouvelle jambe haussière, ou d'aller peut-être dans un petit stress de marché, les récupérer ici, voire ici, à 50. Bon, pour l'instant, ça respecte super bien ce vieux couloir haussier, ce vieux couloir non pas haussier, mais ce range, qui, bah voilà, il est cassé par le haut, et ça ne veut pas retomber, et ça c'est révélateur que c'est encore haussier sur Total Energy. Bon bah voilà, hein, c'est comme ça, hein. Moi j'ai des convictions que le marché en a rien à cirer, et ben tant mieux pour ceux qui ne m'écoutent pas, ils ont raison et moi j'ai tort. Voilà sur Total Energy, j'ai pas été voir les fondamentaux, je les connais à peu près, franchement il y a rien à dire. Puis Total, bon, il y a un autre truc qui me gêne chez Total, c'est que ça dépend de l'énergie, ça dépend du prix du pétrole quand même pas mal, ça reste une valeur pétrolière, hein. Faut arrêter que c'est pas une valeur énergie verte, hein, elle fait de l'énergie verte, mais de manière modérée, hein, c'est pas non plus l'essentiel de son activité, loin de là. Donc, on va dire, dépend du pétrole, et j'aime pas trop les valeurs qui dépendent de l'énergie, qui dépendent des matières premières, et c'est le cas de Total, mais bon, voilà. S'il y en avait une à choisir, je dirais en pétrole, c'est vraiment celle-ci. On a un fleuron français dans le domaine, et c'est pas la peine d'aller chercher loin. On me demande parfois des pétrolières à l'extérieur en Europe, à l'extérieur de la France. Ben non, c'est vraiment Total qui est la meilleure. Voilà pour ce dossier. On va aller sur un dossier qui va me faire rappeler une vidéo que j'ai faite il y a pas longtemps, et vous allez voir pourquoi. Le dossier en question s'appelle Unibail Rodamco, et si vous regardez bien, vous avez un rebond qui est en train de se mettre en place très violent, ça fait 2 mois que ça dure. À vrai dire, si je parle de vidéo, c'est que j'ai fait une vidéo sur l'investissement immobilier parfait, et je faisais allusion dans cette vidéo aux foncières cotées, et il se trouve que Unibail Rodamco Westfield en est une, et même si je l'avais pas sélectionné dans les valeurs que je préfère sur le domaine, eh bien Unibail ne fait pas exception, ça rebondit fort, et ça rebondit techniquement de manière très intéressante. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que on a un intérêt sur les valeurs foncières en ce moment. Il y en a qu'une dans le CAC 40, c'est celle-ci. Elle est pas spécialement française puisqu'elle est un peu hollandaise, un peu américaine, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a un mouvement qui est de rebond, qui est assez violent, qui se fait sur les foncières.
Voilà, je vous laisse aller voir la vidéo, vous verrez un peu plus profondément ce que je pense, et puis il y a des dossiers très sympas que je vous ai proposés dans cette vidéo. Voilà pour Unibail, le rebond technique est clair. Est-ce qu'on aura un pullback pour revenir et chatouiller l'oblique que nous avons ici? C'est pas gagné, parce qu'on est rendu à 67, et ici c'est à 44, donc on a déjà pris 50% en ligne droite, hein. C'est impressionnant, mais il faut voir aussi d'où on vient. Ce dossier est vraiment pas très cher, il faut l'avouer, et les taux d'intérêt se retournant, c'est ce qui fait la remontée de Unibail Rodamco. Et c'est la seule raison, et voilà ce que l'on a cassé. Cet oblique qui était magnifique, il faut quand même l'avouer, regardez bien, en plus on la casse, on fait un pullback parfait, on repart, ça, c'était mais magnifique, splendide. Voilà, splendide. Il faut admettre que ceux qui ont acheté ça, ce sont de bons traders, magnifiques, splendides, il n'y a rien à dire. Et donc je vais pas aller voir spécialement les fondamentaux, je sais qu'ils sont vraiment dégueulasses, ils prévoient des choses très positives dans le futur. Alors, ce qui est important quand même sur Unibail, c'est les taux d'intérêt. Et les taux d'intérêt se retournant, se calmant, écoutez, on a un rebond des valeurs foncières un peu partout, en tout cas sur la France. Et ceux qui ont suivi la vidéo et qui auraient eu l'idée de suivre un peu ce que je disais, ils ont déjà gagné pas mal d'argent. Voilà pour les foncières à travers Unibail Rodamco. On va enchaîner avec un dossier qui me paraît intéressant sur le long terme, toujours, c'est le numéro 1 de l'eau, il s'appelle Veolia. Alors Veolia, quand on le regarde sur longue période, c'est pas, il y a ça quoi, hein, c'est pas terrible, mais bon, je dirais qu'il faut oublier sur Veolia, c'est plutôt un dossier intéressant, et on va regarder avec les dividendes. Et c'est là que vous comprenez ce que je veux dire. Ce dossier est un dossier à dividendes très intéressant, puisqu'en gros, vous partez du bas, vous allez jusqu'en haut, vous avez un x5, alors que si vous les intégrez pas dans votre estimation, vous êtes un petit x4 et un gros x3,5, donc il y a quand même une différence assez importante. Voilà pour Veolia sur le plan des dividendes. Techniquement, on est à un endroit un peu pénible, il faut dire ce qu'il est, c'est un peu gênant, et c'est pas ici que je serai acheteur sur Veolia, vous devinez bien où je serai acheteur si ça voulait redescendre, en tout cas pour l'instant, je suis observateur. Au niveau hebdomadaire, écoutez, vous avez vu, la semaine s'est terminée, celle où j'enregistre, c'est une semaine qui s'est terminée sur une résistance, et ça réagit, je dirais, de manière tout à fait logique sur cette résistance, donc voilà, il faut attendre de revenir peut-être vers 25-26 pour trouver un point d'entrée plus sympa, voire sur un stress de marché à 21, et pour l'instant, je dirais que Veolia, il n'y a rien d'autre à tirer de ce dossier, c'est pas le moment de rentrer. Observez, je suis plutôt positif sur Veolia, je reste positif sur ce dossier de manière assez structurelle, je pense que l'eau, ça va être un souci quand même dans le futur, réchauffement climatique faisant. Voilà pour Veolia, et on va enchaîner avec un dossier qui pour moi n'est pas très intéressant, mais qu'on va étudier quand même, qui s'appelle Vinci. Alors juste pour compléter sur Veolia, oui, positif sur Veolia, mais ça peut corriger, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, sans que ça modifie le caractère fondamental de ce dossier, à mon goût, à mon avis. Allez, maintenant on enchaîne avec Vinci, un dossier sur lequel je suis beaucoup moins fan, tout simplement par rapport à son secteur, même si je crois qu'il est apprécié par beaucoup de monde. Alors voici Vinci, je dirais sur une tendance, je dirais séculaire sur le 21e siècle. Mais si on regarde les dividendes, on voit que c'est vraiment un beau dossier. Il y a des gens qui gagnent beaucoup. Ils ont pris une multiplication non négligeable sur le dossier depuis le début du siècle. Mais je trouve que ça se ramollit sur Vinci. On a bien valorisé les choses. Alors ça doit monter un peu plus haut. Je vais remettre le graphique sans les dividendes. Ça peut aller chercher effectivement là. Ça serait pas impossible. Donc voilà, on va dire que je suis un neutre positif, mais j'aime pas trop le dossier pour des raisons plutôt d'activité, les concessions, etc. C'est vraiment un dossier à dividende quoi. Et il faut attendre des points bas sur des dossiers comme ça, et on est à un point haut et on peut aller plus haut. Voilà, on peut aller plus haut et j'aurai encore plus raison là. C'est ça qui est un peu gênant pour les gens, c'est que si ça monte, j'aurai encore plus raison là. Donc il faut attendre des points bas, je dirais un peu historiques. Il peut y en avoir un sur un grand stress de marché, et là ça deviendrait un point intéressant pour du long terme sur Vinci, mais pour l'instant je trouve que on a un risque d'aller chercher 80 alors que c'est à 115, et donc c'est ça qui me gêne. Donc c'est pas des points d'entrée sur des valeurs pareilles, c'est des points j'irai pas de vente, peut-être d'allègement, ou je conserve, mais vous savez très bien que je ne suis pas un partisan du DCA, je suis pas un partisan de ceux qui conservent tout pendant des siècles. Regardez, celui qui a pas vendu plus ou moins par là, on va dire, il a attendu très longtemps avant de retrouver le niveau de prix, juste le niveau de prix, et il l'a retrouvé ici en 2020, alors que là on est en 2007, il y a 12 ans d'écart. Voilà, c'est ça que je veux vous dire à travers ça. Donc c'est pour ça que c'est pas des points d'entrée intéressants. Ça peut mettre des années avant de venir, qu'on soit clair, mais voilà, pour moi, la stratégie sur ces valeurs-là est plutôt d'attendre des points bas pour aller rentrer.
et ce n'est pas le cas actuellement. Je rajoute que quand je dis ça, c'est aussi par rapport à la notion de rendement. Quand on donne le rendement, c'est la division du dividende par le cours de l'action. Et quand vous divisez le dividende par le cours de l'action, vous obtenez un pourcentage. Vous devinez bien que si vous avez un dividende de je sais pas, par exemple de 10 au niveau de 115, bon ça fait déjà 8%, mais si vous le touchez, si vous achetez l'action 74, vous avez un dividende qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus important en rendement, et on cherche à avoir des rendements forts quand même sur la bourse, donc il faut attendre les points bas, et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur les foncières, je vous irez la voir, elle est très instructive sur le sujet, je vous laisse aller visiter la chaîne pour la retrouver, elle est facile à retrouver. On va enchaîner avec un dossier qui a été extrêmement décevant et qui pour moi va continuer l'année prochaine à être très décevant, c'est Worldline. Alors on va être catégorique sur Worldline, c'est le dossier à fuir, c'est certainement le dossier le plus à fuir sur l'année 2024 concernant les valeurs du CAC 40. Worldline aujourd'hui c'est un échec industriel, clairement c'est un échec sur une OPA qui a été faite sur Ingenico qui était un des fleurons français, finalement c'est voilà, ils ont fait une erreur stratégique. Ils vont payer cher, ils vont payer longtemps. Ça a clairement exprimé ça ici, voilà. Donc ça c'est le rachat, ça c'est je me suis gouré et la suite ça va être je vais me faire racheter, dilapider, exploser. Voilà. Donc après Atos, après d'autres valeurs, eh bien écoutez Worldline c'est ma favorite pour aller à la cave assez loin. C'était voilà l'année dernière c'était Téléperformance, ma favorite pour la catastrophe, c'est Worldline. Voilà, je suis désolé pour ceux qui apprécient le dossier, mais j'ai vraiment pas d'avis positif, et j'ai envie de dire, je ne vous fais même pas voir de graphique hebdomadaire, parce qu'il n'y a strictement rien à obtenir sur ce graphe de Worldline. Voilà, j'en ai terminé avec cette série de 40 valeurs de CAC 40, et ce que je vous propose, c'est que vous me disiez, vous, laquelle vous préférez et laquelle vous détestez pour l'année prochaine, et puis on va voir si vous avez raison, et ce sera intéressant de suivre ensuite les commentaires que vous me faites de telle manière à ce que on puisse voir qui avait raison. Ça permettra de donner une petite palme à la prochaine émission sur le CAC 40. Et moi, de mon côté, ce que je vais faire, c'est que je vais organiser une sorte de petit ETF de celles que je préfère, de celles que je préfère moins, de celles où je suis neutre, puis on verra bien si j'étais à peu près perspicace de manière globale sur les trois, je dirais, tendances que je pense pour cette année, sur différentes valeurs du CAC 40. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous en laisse ici pour découvrir que je fais bien d'autres choses que les études sur le CAC 40. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao ciao.